Bonjour et bienvenue sur Woodcaster, votre podcast geek. C'est Manu Supra et je suis en présence, comme d'habitude, de Sébastien. Salut Seb. Salut Manu. Donc Sébastien, comment ça va déjà ? Oui. Bah écoute, ça va pas mal, ça va pas mal. J'ai eu l'occasion d'aller un peu au ciné, ce qui était plus arrivé depuis pas mal de temps. Et donc c'est super pratique parce que du coup je pense qu'il y a certains films que tu as vus et que j'ai vus aussi. Exactement. Bon maintenant, comme on est chaud, on peut enchaîner avec du lachaud, sans vouloir faire une vanne pourrie. Ah bah lui je l'ai pas vu, tu vois, j'ai pas vu venir ta blague et j'ai pas vu le film. Lui. Ah ok. Donc, on va se retrouver sur un autre film, alors certainement, sur Alita, c'est ça ? Oui. Donc, du coup, comme j'ai enchaîné avec Nicky Larson, comme on aurait pu le comprendre, je vais enchaîner et puis on parlera d'Alita si ça te va. Ça roule. Nicky Larson, énorme surprise, énorme, parce que je m'attendais pas à ça. J'avais critiqué trop vite quand... j'en avais parlé au podcast précédent, quand j'avais vu le premier trailer, je me suis dit, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça ? Et je suppose que toi aussi, hein... Ah bah écoute, pareil, hein, quand j'ai lu projet Nicky Larson au cinéma, je me suis dit oh mais pourquoi ils font ça ? Et puis j'ai vu c'est fait par des Français. Oh mais pourquoi ils font ça ? Donc oui, non très 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 inquiet. Mais apparemment toi t'as eu un bon feedback. J'ai regardé les autres trailers qui sont passés après et il y a quelque chose qui m'a dit il faut aller le voir. Je sais pas, il y avait un petit truc, un grain de folie qui me... Il faut savoir que la bande à Fifi, donc Philippe Lachaud, Julien et Elodie Fontan, je ne les connaissais pas plus que ça. D'accord. Je n'ai pas vu leurs anciens films. Les précédentes productions, je les ai pas vues. Donc Babysitting. Je vais te faire un aveu, moi non plus. Voilà. Mais depuis, j'ai tellement aimé Nicky Larson que je me suis tapé toute leur filmographie. Ah ouais. Ouais. Sauf Épouse-moi mon pote que je n'ai pas encore vu. Mais Babysitting 1 et 2 et Alibi.com, je les ai vus. J'en parlerai, j'en ferai une petite parenthèse juste après. Mais pour revenir à Nicky Larson, très agréablement surpris. Philippe Lachaud, c'est un fan de Nicky Larson. On peut pas lui retirer. C'est bien ça. Ah ouais, non, là, franchement. Première scène, j'ai pleuré de rire. La première scène. Allez. Pourtant, voilà, je suis assez difficile. La première scène, j'ai ri et j'ai dit, c'est pas possible. J'ai été le voir avec mon fils et ma femme. Mon fils, 7 ans, bon, il y avait un endroit, il fallait lui cacher un petit peu les yeux, mais bon, c'est tout public, ça reste tout public. Ça reste Nicky Larson. Ah ouais, j'étais mort de rire. La première scène, elle est juste extraordinaire. Alors, pour parler des... Je vais pas spoiler, hein, je vais parler des personnages. Nicky Larson, au début, j'entends beaucoup de gens dire « Ça fait bizarre, Nicky Larson, Philippe Lachaud ». Eh ben franchement, ça passe même très bien. Pendant le film, on oublie que c'est Philippe Lachaud derrière, quoi. On a l'impression d'avoir Nicky Larson. Elodie Fontan en Laura, on va dire Laura, on va pas parler City Hunter, on va parler Nicky Larson. Ouais, voilà. Elle est vraiment dans son rôle. On peut pas faire mieux. Moi, elle m'a éclaté. Donc, les coups de marteau et tout ça, on les retrouve. Ils ont fait un film très cartoonesque, donc vraiment dans l'esprit du manga, enfin, surtout de la série animée, mais ça reste vraiment fidèle. Tu pourrais l'intercaler. C'est le chef Otaku qui a dit ça dans sa vidéo, mais je le rejoins. Tu peux intercaler ça dans la série, ça passe. Mon fils, 7 ans, qui n'a jamais vu Nicky Larson, il était mort de rire du début à la fin. Ah oui, okay. Ah ouais, non. Donc c'est pas juste... c'est pas du fanservice. C'est pas du tout du fanservice. Sincèrement, un gars qui ne connaît pas Nicky Larson aimera le film, surtout s'il a bien aimé les précédentes productions de la bande. Non, franchement, très bon. L'intrigue, en fait, il y a un espèce de parfum qui rend les gens amoureux. Enfin, tu vois, un truc assez... On pense que c'est bateau au début, mais on arrive avec des situations vraiment rocambolesques, quoi. Ça part en vrille totalement. Et alors, les guests sont vraiment sympas. Il y a Dorothée dans le film, il y a Pamela Anderson. Il y a Dorothée. Ouais, Dorothée. Non. Ouais, elle participe à une vanne vraiment bien. Tout est calculé, et tout est vraiment précis, calculé. Les vannes tombent au bon endroit. J'ai quand même une question qui risque de faire mal, mais Dorothée... Bon, voilà, moi j'ai un souvenir de Dorothée, j'étais tout petit. Ouais. Tu la reconnais facilement ou... Bon, voilà. Ouais, elle est dans un aéroport, c'est elle qui prend les vols. Et alors, t'as une petite vanne sur les chaussettes, je rougis un petit pois, forcément, mais bon, je vais pas en parler plus. Génial. T'as beaucoup de références, énormément de références, et pas qu'à Nicky Larson, hein. T'as des références à tout ce qui fait partie du Club Dorothée. Par exemple, je vais pas trop en parler, mais t'as une femme là dans le bazar qui s'appelle Ranma. D'accord. T'as l'appartement C17, enfin... Ah oui, d'accord, ok. C'est blindé de références, c'est rempli dans tous les coins, c'est juste parfait.
Alors, on retrouve la Mini Cooper de Nicky Larson, elle est dans le film aussi. Mhm. Il y a plein de petits détails. À un moment donné, il tire, t'as la balle qui part au ralenti. Et alors, dans le creux de la balle, à l'arrière, c'est écrit City Hunter. Mais c'est tout plein de petits détails comme ça. C'est vraiment... Ouais, non, pas mal. Il faut aller voir le film parce que, fan ou pas de Nicky Larson, il est à mourir de rire. Il est très bon. Je vais pas en parler plus parce que il mérite qu'on ne le spoile pas. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Il faut aller voir Nicky Larson. Si vous avez un film à aller voir, si vous voulez rire, allez voir Nicky Larson. Du coup, j'enchaîne en disant que j'ai regardé... Parfois, il faut pas s'arrêter au trailer ou alors à la boîte d'un DVD. Je sais bien, je parle comme un vieux con, mais ça m'arrive encore. C'est à la boutique, je regarde parfois. Et j'avais vu Babysitting une fois, Babysitting 2, quand il est sorti en DVD, et je regarde. La boîte m'inspirait pas plus que ça. Dans ma tête... non, oui, non. Là, je suis d'accord avec toi. C'était même pas Babysitting 2, c'était le 1. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est un film encore avec un sale gosse qui fout le bordel quand Babysitter... Enfin, voilà. Et en fait, pas du tout. Parce que c'est pas le sale gosse. C'est un sale gosse, mais les adultes sont pires que lui. Donc, le film, c'est les deux Babysitting, sans spoiler non plus. Maintenant, il y a peut-être prescription parce qu'ils sont sortis il y a quelques années. C'est du very bad trip. Je vulgarise, mais c'est encore plus fin que ça. L'humour est vraiment bien plus fin que ça. Ah oui. C'est excellent. Le 1 comme le 2, parce que c'est le 2, comment je veux dire, c'est pas la facilité. Il a pas fait une suite avec un gamin et tout ça, c'est avec une vieille, mais c'est excellent. Et alors, alibi.com, faut être tordu pour avoir ce genre d'idée en tête. C'est vraiment extraordinaire aussi. J'ai vraiment rigolé, quoi. Enfin, maintenant, il y a beaucoup de gens qui connaissent. C'est une boîte qui te fournit un alibi, en fait. Donc, c'est souvent, si tu veux cacher quelque chose à quelqu'un, ben voilà, ils te fournissent l'alibi, tout ça. Mais ça tourne... ça part en vrille à un moment donné, quoi. Donc, voilà. Mais... Je pense quand même que la crainte qu'on avait aussi par rapport au film, c'est que bon, on va pas se voiler la face, on va pas être méchant. Le cinéma français en général, je sais pas toi, mais moi le dernier film français que j'ai aimé, je sais plus. Voilà. Les Visiteurs 2. Ouais, bah enfin il y avait quand même plus récent. Allez, moi j'avais bien aimé les bon, c'est un autre genre, hein, mais les petits mouchoirs de Guillaume Canet, qui était vraiment très très bien. Enfin les acteurs, le casting, l'histoire. Enfin moi j'ai vraiment trouvé ce film très bon. Ouais. Mais bon, tu regardes Taxi, le dernier qui est sorti. J'ai même pas envie d'en fait. Mais bon, voilà, c'est encore plus simple. Donc c'est vrai que moi, la crainte que j'ai eue quand j'ai vu les trailers et que j'ai vu l'annonce, je me suis dit, bon, déjà, il s'attaque à Nicky Larson, c'est chaud patate. Et puis en plus, c'est fait par des Français. Donc là, tu te dis, c'est pas possible, comment ça a été accepté, comment ils vont faire un truc pareil. Et bon, ben, j'ai vrai que, enfin, ton avis va dans l'ensemble de ce qu'on peut voir sur Internet, c'est-à-dire que ben non les gars, apparemment c'est plutôt une bonne surprise. Et donc toi tu confirmes qu'effectivement t'es sorti de là et tu t'es dit ah ben ouais. Ouais. Et il faut savoir que l'auteur de City Hunter a approuvé. Il a vu le film, ça l'a éclaté. Ouais. Il a tout approuvé de A à Z. Parce que sans son approbation, il pouvait pas faire le film de toute façon. Ah oui, ouais. Donc là, non, je mens. Tantôt je disais que le cinéma français faisait rien bon. Heureusement quand même que nous avons aussi Alexandre Astier. Ah mais oui, voilà. Parce que, bon, voilà. Monsieur est dans une autre catégorie. Voilà. Ici, il a lancé Kaamelott, même si ça fait quand même très longtemps qu'on l'attendait. J'ai vu la hype sur Internet autour de ce lancement. Et même si c'est un dessin animé, moi perso en tout cas, les dernières Astérix qu'il a fait en film d'animation, moi j'ai retrouvé Astérix là-dedans quoi. Je sais pas si c'est, je ne sais pas du tout quelle cotation et quel avis il a vu de la part du public, mais moi je peux te dire que à la maison, que ce soit les enfants ou moi, on a adoré quoi. Mais écoute, le premier c'était Le Domaine des Dieux. Ouais. J'ai pas été surpris parce que je savais qu'Alexandre Astier allait faire quelque chose de qualité. C'est ça, ouais. En fait, lui, tu ne peux pas avoir le même réflexe qu'avec Nicky Larson, parce que moi, Nicky Larson, je connaissais pas bien Philippe Lachaud et tout ça, donc voilà. D'accord, ouais, c'est ça. Mais Alexandre Astier, je connais ses productions, je le suis depuis le début, donc je le savais, j'ai pas été étonné. Après, j'ai pris mon pied parce que c'était Astérix comme je voulais le voir. C'était vraiment ça. Depuis Mission Cléopâtre, je n'ai plus vu un Astérix de qualité, faut dire ce qu'il est. Ouais. Bon, après, c'est un autre domaine, c'est un film d'animation, mais... Oui, c'est ça. Mais voilà, les Français savent, enfin voilà, ils sont pas tous. Et le dernier qui est sorti, je ne l'ai pas encore vu. Ma femme m'a offert je l'ai en main. Astérix, le secret de la potion magique. C'est le livre, mais comme j'ai pas encore vu le film, j'ai pas envie de lire le livre.
Ah bah oui, non, non, oui. Donc voilà, Bien. je devais aller le voir au cinéma, mais j'ai été voir tellement de films que j'ai pas eu le temps. Et je crois qu'il est plus à l'affiche maintenant. Là, entre les Dragon non, non, mais Ball, pareil. il y a eu l'aventure Lego 2, là, Nicky Larson. Ouais. Il y a eu beaucoup, quoi, ces derniers temps. Alita, on va en parler justement. Alita. Ouais. Et voilà, quoi. Donc, mais je vais le voir. Au cinéma. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sorties, et puis après, il faut trouver un créneau horaire pour y aller. Et donc finalement, l'avantage maintenant, c'est qu'on est dans une génération où les films débarquent sur Internet ou même à la vente. Hein. On est maintenant sur des créneaux hyper rapides. Donc ça c'est top, parce que c'est vrai que du coup, quand tu loupes un film, tu te dis, on va patienter un petit peu, et dans peu de temps, il sera à la maison. 2-3 mois, parce que regarde, ouais, c'est ça en fait. Bohemian Rhapsody est sorti en DVD, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, finalement, moi aussi, je voulais voir Bohemian Rhapsody parce que la curiosité de voir le film. Je regrette de ne pas l'avoir vu sur grand écran, mais honnêtement, c'est vrai que finalement, tu prends ton mal en patience quelques temps et le film arrive très rapidement à la maison. Et ça, c'est top. Ouais. Mais il y a des films, justement, là, moi, je prends la balle au rebond, là. Il y a des films qui, je pense, doivent être vus sur grand écran, et à mon avis, Alita, ça fait partie de ceux-là. Ah ouais, non, clairement. On est d'accord pour dire que c'est fidèle aussi à la série. Oui, moi je trouve que au manga, pas série. À Gunm, au manga Gunm. Gunmu. Gunmu. Je sais pas comment on doit le dire. Gunmu. Je sais bien que c'est avec une prononciation japonaise. Du coup, Alita, c'est bien. C'est plus simple, c'est plus rapide. Ça, c'est la version américaine. Ouais. Voilà. Et en plus, c'est bien. J'ai trouvé, la bande-annonce m'avait plu. Pareil. Je m'étais dit, tiens, génial, et en plus, j'avais un peu peur parce que moi, j'ai vu le film avec mon fils, qui a 10 ans, et j'avais un peu peur en le lançant parce que je connaissais aussi le manga, et le manga était quand même très très trash. Ouais, ils ont, on va dire, diminué un peu le PEGI à ce niveau-là parce que ils ont voulu faire un truc un peu plus public large. Ouais. Ils ont bien fait, je trouve. C'est ça, parce qu'en plus, bien que ça ne soit plus accessible, c'est en rien pour autant que c'est bisounours, quoi. Donc non, bien sûr. Voilà, la trame, elle est là. On va pas parler moi je vais pas trop parler de l'histoire en tout cas, parce que voilà, c'est l'histoire d'un robot qui est retrouvé dans une casse par un scientifique, un docteur, qui l'a remet sur pied, et le robot n'a plus de mémoire, ne se souvient plus qui elle est ni pourquoi elle est là, et au fur et à mesure, des événements vont faire que sa mémoire va revenir et elle va se souvenir de la raison pour laquelle justement elle est là. C'est très très bien résumé, c'est très très court, hein. Mais moi, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est le visuel. Hein. C'est le visuel. Hein. Parce que, voilà, on sait que c'est Cameron et Rodriguez, je pense, qui a travaillé dessus, si j'ai pas de bêtises. Tout le monde, généralement, met en avant, maintenant, en pivot, Avatar, en disant, voilà, Avatar de Cameron est une référence, les effets spéciaux, les machins, tout s'ensuit. Je suis 1000 fois d'accord, niveau effets spéciaux, c'est vrai que c'était très bien fait, mais moi, l'histoire d'Avatar, voilà. Moi, Pocahontas version bleue, je suis pas rentré dedans. Mais c'est complètement ça, en fait. Mais c'est ça, hein, moi je suis désolé, mais le film sortirait maintenant, vu que l'empreinte écologique maintenant de la défense qui en suit est encore plus importante, je pense que ce film serait un chef-d'œuvre aux yeux de plein de gens qui combattent pour tout ça. C'est bien, hein, je dis pas que c'est pas bien. Mais moi je suis pas rentré dedans parce que, je ne saurais pas l'expliquer. Ma femme aime beaucoup. Il y a une histoire d'amour, hein. Oui, c'est vrai que même dans Alita aussi, il y a un petit... je vais pas rentrer dans les détails. Mais ici, par contre, visuellement, c'est peut-être parce que le fait que c'est beaucoup plus mature aussi, Alita, elle est bluffante, quoi. Ouais. C'est hallucinant, quoi. Faut savoir que ceux qui ne s'y retrouvent pas, Alita, c'est Gali dans la série, dans le manga, je vais y arriver, Gun, c'est Gali, et aux États-Unis, c'est Alita. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris le nom Alita Battle Angel, c'est le titre du film. Une petite précision, voilà, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, mais écoute, parce que de toute façon, il y a pas grand chose. En fait, les films où il y a pas grand chose à dire, généralement, c'est quand il est pourri ou quand il est bon. Celui-ci fait partie de la deuxième catégorie, il était bon. Et moi, je suis ressorti là en me disant, je regrette pas.
d'avoir dépensé des sous parce que ça vient quand même cher le cinéma maintenant. Ok, oui. Mais je regrette pas parce que je suis ressorti là en me disant mais quel film quoi. J'ai pas été jusqu'à me dire je me suis pris une claque parce que allez, maintenant ça devient très compliqué quand même de se prendre une claque. Mais visuellement, je trouve que là on a atteint quelque chose où c'est vraiment bluffant. Maintenant, voilà, c'est vrai que l'histoire, on l'a vu dans la description que j'en ai fait, hein, l'histoire pourrait tenir sur un ticket de caisse, parce que, voilà, c'est pas... Ça révolutionne pas, quoi. Voilà. Mais je trouve qu'on en a pas assez parlé, et que c'est un peu comme Spider-Man, j'allais hein, le dire, Spider-Verse. Spider-Man. Voilà, je l'ai enfin vu. Alors j'ai envie de dire chef-d'œuvre. Ah voilà, on est d'accord. Tant au point de vue de l'animation, tant au point de vue de l'histoire, tant au point de vue des idées qui ont été amenées dedans, tant au point de vue de la BO, parce que la BO est sensationnelle. Pourtant, c'est pas du tout mon style de musique, mais la BO est géniale. Du coup, obligé de l'acheter en Blu-ray parce que je l'ai loupé au cinéma et que ce truc est indispensable. C'est ce que je voulais dire justement en parlant de Blu-ray. Moi, j'achète que les films que j'ai aimé voir au cinéma. Donc, Nicky Larson, Alita et Spider-Man se retrouveront dans ma collection Blu-ray, quoi. Parce que je veux dire... Ouais, je comprends. Il faut dire ce qui est... on a dans une époque ici, même si, comme tu dis, Alita ou alors Spider-Man n'ont pas été hyper mis en avant, je trouve qu'on est en train de vivre une époque cinématographique assez exceptionnelle, quoi. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bons films. J'ai jamais été autant au cinéma sur 2 mois. C'est vrai. C'est vrai. Sinon, parlons pas de Dragon Ball et tout ça, mais voilà. Mais c'est vrai que ici, Alita, moi perso, il m'a mis une petite claque à un niveau en tout cas, pas à un seul niveau, mais à un niveau. C'est Gali elle-même, Alita elle-même. Les grands yeux, j'ai vu des critiques sur internet avec ça. Ouais, mais ça tient la route en fait. Taisez-vous. Ouais, non, c'est ça quoi. C'est ridicule parce que, étant donné justement que c'est une cyborg, elle n'est pas humaine, il fallait quand même bien à un moment donné qu'on puisse la démarquer. Ouais. Et donc, si on l'a fait à l'exact qu'un humain, c'est plus Alita, c'est Terminator voilà. Qu'il faut aller voir. Et alors, les mouvements, la peau. La texture de la peau et les mouvements, ces expressions sont extraordinaire. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Elle est super bien faite. Le point positif, sans pour autant spoiler le film, je pense pas que je vais dire une révélation là-dessus, c'est que on sait d'office qu'il y aura un 2. Oui, ça termine vraiment... parce que il y a voilà, je ne vais pas dire lesquels, mais il y a énormément d'interrogations quand même à la fin du film. Ouais. Voilà, il y a plein de choses, je te dis, ok, d'accord, il s'est passé ça, mais après, il s'est passé quoi? Parce que elle a des souvenirs à un certain moment. Elle a un souvenir bien particulier avec une autre personne, avec une autre fille. Et tu te dis, ok, d'accord, mais après ce qui s'est passé là, qu'est-ce qu'elle a fait, Alita? Elle a fait quoi? Elle a réussi à atteindre son objectif ou elle a pas réussi? Et si elle a réussi, qu'est-ce qui s'est passé quand elle a rencontré truc bidule chose? Ouais, parce que tu le vois qu'elle l'a en image, mais il se passe plus rien, quoi. C'est la fin du film. Exactement. Ça termine vraiment comme pour dire, le 2 va être en production. Ah oui, clairement. C'est vraiment ça, en fait. Mais s'il suit le même rythme que Avatar, on n'est pas dans la merde. Hein. C'est exactement ce que j'allais te dire. Je t'assure, tu viens de m'enlever les mots de la bouche. C'est exact. Parce que Avatar aussi, il avait dit, oui, mais Avatar, je vois ça comme une trilogie. Vous savez, j'ai déjà des idées, j'ai un scénario, machin, ce qui s'en suit. Ok. C'est sorti en quelle année, Avatar? Oh là, allez, on va prendre les paris. 10 ans. Attends, je dis peut-être des conneries, mais il y a bien 9 ans, non? J'irais 9 ans. 2010? Tu dis 9 ans? 2010. Allez, tu dis 9 ans, 2009, hein. Ouais. Donc il y a 10 ans. Donc, ok, j'ai pas dit de conneries. Voilà. Le point positif, tantôt, moi je le disais, hein, je disais tiens, visuellement, c'est vrai que quand tu le remets encore maintenant, ça n'a quasiment pas pris de ride. Ça reste toujours époustouflant visuellement. Ouais. Mais est-ce que c'est la technologie parce que ce qu'il voulait en faire par la suite n'existait pas? Est-ce que c'est ça qui lui a mis un frein, qui s'est dit non, moi, parce qu'on peut pas dire qu'il les a occupés, Cameron, hein. Il a pas fait non plus plein de films entre temps. Et je pense que niveau acteur non plus, je pense qu'ils ont des agendas assez libres. Et on a toujours rien. Et là, le 2 devrait arriver l'année prochaine. Enfin, je pense qu'il a fait les deux ensemble, enfin les 2, le 3 à la suite ou un truc comme ça, de ce que j'avais vu, je pense. Mais bon, voilà, il a quand même fallu attendre longtemps. Donc Cameron revient dans Alita. C'est très beau, visuellement, c'est vraiment pas mal du tout. Il y a une belle histoire. Sur certains aspects, c'est vrai qu'on pourrait peut-être se dire, oh, bon, comme c'est un peu trop gentil et guimauve. Oui, mais bon, enfin, moi, je trouve que ça passe encore très très bien. Ouais, bien sûr.
C'est pas La La Land non plus, hein, donc faut pas s'attendre. Non, il y a de la fight, il y a des têtes coupées, il y a... Ouais. Enfin, des têtes de robots coupées, surtout. Les têtes de robots, ça c'est important, mais c'est vrai, je pense que c'est ça qui a fait que justement le film soit axé tout public, entre guillemets, mais en tout cas, des enfants de 10 ans peuvent largement, même 7, 8, 10 ans peuvent largement le regarder, parce que justement, il n'y avait pas réellement on ne coupe pas la tête des humains, comme tu as dit, c'est des robots qui sont déjà démembrés à la base, de toute façon. Mais l'histoire est belle, quand même. C'est vrai que ça tient sur un ticket de métro, comme tu dis, mais l'histoire est belle, parce que moi, je me suis pris d'affection aussi pour le professeur, parce que ouais. Ben, on sait pourquoi il a un manque affectif, en fait, c'est pour ça qu'il s'est occupé de Alita. Il faut que je dise Alita, pas Gali. Il s'est occupé d'Alita. Et elle, en fait, elle a perdu la mémoire, mais elle a ça porte un nom, hein, c'est une mémoire mécanique ou un truc comme ça. Donc ça veut dire qu'elle elle est douée pour le combat, parce que son corps se souvient, lui. Enfin non, c'est pas son corps, parce que son corps c'est un corps d'emprunt qu'elle a au début, mais elle a des réflexes combatifs de ce qu'elle était avant, en fait. Ouais, mais c'est ça, en fait, elle a des brides de souvenirs qui lui reviennent dans des situations particulières. Voilà, c'est ça. En tout cas, on est d'accord pour dire que c'est un film à aller voir aussi, c'est un très bon Cameron. Et puis le docteur Ido, qui est joué par Christopher Waltz, qui est quand même un putain de bon acteur. Et il le prouve encore dans ce dossier. Ah ouais. Vraiment très bon. Ouais. Un petit mot sur les séries. On va pas rester longtemps sur les séries, parce que après on va passer à la rubrique tech. On va parler cinéma aussi, mais d'une manière un peu détournée. Alors, pour parler séries, moi personnellement ici j'ai terminé Rush and Doll dont j'avais parlé au précédent podcast, enfin la première saison du moins, avec cette fameuse femme qui revit un jour sans fin alors qu'elle meurt à chaque fois. Là. Ouais, c'est ça, oui. J'ai regardé parce que je l'ai rajouté dans ma liste Netflix à la suite ce qui est très pratique pour ceux qui ne le savent pas, c'est que la série est très courte. Il y a 11 épisodes, non? C'est ça? Ouais. Et en plus, les épisodes durent 20 minutes. Ah ouais, donc celui qui se dit, bah tiens, voilà, ok, mais je suis déjà blindé de séries et je sais pas avancer, ce qui est un peu notre cas, parce qu'on est un peu à la masse dans les séries. Bah c'est pratique parce qu'elles se mangent très vite. Voilà, c'est ça. Mais alors, moi, personnellement, je la trouve franchement sympa, en fait. C'est pas une série qui va révolutionner le monde de la série, on est d'accord. Mais moi, elle m'a bien occupé, elle était vraiment sympa, l'actrice principale, elle est complètement décalée. Maintenant, je dis, c'est vraiment court ce que je vais dire sur la série Rush and Doll, parce que il y a une deuxième saison qui va arriver, mais là, je me questionne complètement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que ça termine d'une certaine manière, voilà. D'accord. Bah écoute, là je vais te tendre une perche, mais phénoménale. C'est un peu le cas sur la série Happy. Ah ben j'allais en parler justement, ouais. Parce que la série Happy aussi, quand tu vois la série et que tu vois comment elle se termine et que tu sais qu'il y a une saison 2 qui arrive ce mois-ci ou le mois prochain, enfin en tout cas aux US, donc pas sur Netflix, hein, parce qu'il faut savoir qu'à la base elle était à Sci-Fi cette série et que Netflix a racheté. Je ne pense pas que la série arrivera en même temps sur Netflix en tout cas. Peu de chance quand même. Ça doit être traduit, etc. Donc, Voilà. Mais c'est vrai que, voilà, je sais pas, toi tu l'as vu maintenant? Je l'ai mangé en entier. Parce que je suis tombé dessus... Enfin, tu m'as conseillé cette série, et je crois que tu as été bon conseil, une fois de plus. Parce que j'ai adoré, elle est géniale cette série. Elle devrait être mise plus en avant par Netflix, parce que l'acteur, il est extraordinaire. Ah, il est génial. Il est génial. Et quand tu me dis qu'il a joué dans Police, je sais plus quoi, là, on s'en bat les steaks. Mais complètement. Non, quoi. Pourquoi ils l'ont gâché à faire ce genre de série? Il est génial, cet acteur est génial. Il joue le flic complètement à la ramasse. Il est fait, il est drogué, il est alcoolique, il fait subir des choses à son corps qui sont même pas humains. Et le mec, il se relève à chaque fois, quoi. Ah ouais, mais il se relève à chaque fois. C'est vraiment l'anti-héros, quoi. Il s'en prend plein la gueule pendant toute la série. Mais il est extraordinaire. Christopher Meloni. Ouais. Christopher Meloni. Et tu te prends d'affection pour lui aussi, hein, parce que tu te dis... mais complètement. C'est un ravagé, ce mec, mais génial. Ouais. La série est vraiment super. D'ailleurs, parce que je ne sais pas si elle est encore sur Netflix, mais je pars du principe, de toute façon, parce que sur Netflix, rien n'est éternel, hein. De temps en temps, le catalogue fait un tri et enlève des choses de leur catalogue. Je bondis pour dire que la saison 1 de Happy paraîtra le 26 mars.
donc ce mois-ci. Et elle est dispo en Blu-ray, parce qu'il faut quand même évoluer, maintenant c'est Blu-ray, pour 25 balles chez Amazon. Ah, ok. Donc il la supprime de Netflix, c'est ça que tu dis? Je sais pas, parce que je sais que, allez, je prends un exemple, je sais que Friends est amené à disparaître de Netflix, si c'est pas encore le cas. Donc je sais que, de temps en temps, Netflix rajoute des choses, mais en retire également, parce que, forcément, leurs serveurs sont pas sans fin. Et, donc ça serait pas réellement étonnant que, peut-être un jour, Rappi disparaîtrait. Ça, c'est pas... Mais... Surtout qu'encore une fois, la série n'est pas réellement à eux. C'est pas Netflix qui produit la série. Mais, tu sais, toi, comment, t'es plus série que moi quand même, donc je voudrais savoir si tu sais comment Netflix juge les séries qu'il doit enlever ou pas. Si c'est des contrats ou si c'est juste par manque de visibilité ou... Bah écoute, enfin si c'est par manque de visibilité, de visionnage, je sais pas. Voilà. Mais ouais, mais il y a quand je vois parfois des séries qui existent encore et qui ont une saison 2, une saison 3, une saison 4, alors que enfin ou alors c'est peut-être moi qui suis passé à côté, mais il y a pas que moi et généralement la série a pas eu un bon retour et qui font quand même une deuxième saison, une troisième, une quatrième. Ouais. Je pense qu'il y a une question de droit. Il suffit de voir, ne fût-ce qu'avec Marvel, tout le monde est en train de crier au tollé parce que Punisher n'aura pas d'autre saison, parce que Jessica Jones n'aura pas d'autre saison, parce que Daredevil n'aura pas d'autre saison. Mais c'est tout à fait logique. C'est-à-dire que la série appartient à Marvel, elle était produite par Netflix, et comme Disney va lancer sa plateforme Disney Plus dans très peu de temps, il fallait s'en douter, c'était prévisible. Je ne dis pas qu'à mon avis, la série va peut-être pas mourir complètement, mais disparaître de Netflix, c'était tout à fait logique. Est-ce qu'on va la retrouver sur Disney Plus ? Oui, certainement, mais moi, ce qui m'a étonné, aussi. J'ai été étonné quand même sur Netflix, c'est que j'ai retrouvé Ratatouille et un autre Disney, alors que je pensais qu'ils les avaient tous enlevés, en fait. Ouais, pas encore. En fait, je pense que Disney et Netflix ont sans doute signé un espèce de bail à se dire, voilà, écoutez, on met ça sur votre catalogue par rapport, moyennant la monnaie que vous donnez maintenant. Mais je pense qu'ils ont signé pour une durée et que donc, du coup, oui, forcément, ils ne savent pas l'enlever. Et ça ne m'étonnerait pas non plus que c'est à cause de ça que Disney Plus n'existe pas encore maintenant. Ah, ça serait logique, ouais. Je pense que comme, du coup, ils vont se dire, voilà, parce que Disney a déjà annoncé, ils ont dit tous les films d'animation de Disney seront sur Disney+, sans exception. Je pense que je vais passer à l'ennemi, moi. Ah, écoute, ça va faire très très mal en sachant qu'il y aura en plus la série Star Wars, la fait par Jon Favreau et plein d'autres trucs à côté, donc, ouais, je pense qu'effectivement, ça va faire très très mal. Donc, du coup, ça ne m'étonnerait pas que ça soit principalement à cause de ça qu'ils n'ont pas encore lancé le plateforme. Maintenant, on parle de plus en plus de rumeurs comme quoi le lancement serait quand même cette année pour Disney+, mais fin d'année, non ? Ouais, c'est ce que j'avais entendu aussi. Maintenant, par contre, on va en avoir des abonnements. Happy, par exemple, tu le retrouverais pas sur Disney. C'est pas du tout Disney. Ah non, pas du tout. Mais qui te dit que Sci-Fi et le groupe ne vont pas lancer aussi leur... Enfin, tu vois, c'est pas impossible, parce que quand tu regardes, même en jeu vidéo, on va se bouffer des abonnements partout. T'as quand même Apple qui veut lancer aussi son produit de vidéo de location. Mais là, il y a des grosses interrogations, parce que est-ce qu'ils vont faire un truc à l'iTunes? C'est-à-dire dire, écoutez, voilà, vous avez tout notre catalogue de films, on a payé les majors, on a payé les royalties, vous avez accès à tout moyennant autant d'euros par mois. Ou est-ce qu'ils vont faire des trucs totalement à part, et juste à eux, un peu comme Amazon fait des productions et comme Netflix fait des productions. Si c'est le cas, j'ai un peu peur, parce que je sais pas si t'as vu la dernière rumeur, apparemment, les producteurs qui ont été approchés, en tout cas pour faire des séries made in Apple, ils veulent que du politiquement correct. Donc, pas d'injures, pas d'insultes, pas de sexe, pas de guerre, pas de combat. Au revoir Apple. Je pense que même dans la petite maison dans la prairie, il y avait des morts. Et donc, enfin, je sais pas, mais il y a un moment donné, il faut quand même rester un peu tard. Dans le Roi Lion, Mufasa meurt. Déjà, exactement. En plus, trouve-moi un Disney où un seul des parents, les deux existent encore, à pas en vice versa. C'est chaud, hein. Il y en a pas dans tous non, les parce que même dans Ratatouille, on parlait de Ratatouille, même la mère est morte dans Ratatouille. Enfin, elle n'existe pas, en tout cas, on l'a pas vu. Ouais. Et dans la plupart des Disney, les héros sont orphelins. Ouais, c'est comme dans les mangas. Dans les shonen. Donc, ouais, voilà, exactement. Donc, bon, voilà, du politiquement correct quand je veux bien, mais à un moment donné, il faut quand même un peu vivre avec son temps et être un peu l'esprit tranquille. Mais bon, voilà, je ne sais pas. Mais toujours est-il que Happy, si ça t'a plu, surveille, puisque la saison 2 va arriver et que elle sera possible de la voir un peu partout, je pense. Et moi, je sais d'ores et déjà que j'aurai pas le temps de patienter, enfin, j'aurais pas envie, en fait, de patienter la traduction en français, bien que la traduction française est très très bonne. Mais je pense que dès que je vois que ce truc est dispo en anglais sous-titré, moi je fonce dessus, quoi. Eh ben, tu me préviens. Ouais, sans problème, sans souci. Ben justement, si on continue à rebondir, parce qu'on est fort dans le rebondissement. Eh, t'as vu ça, on est des baskets. Ça, c'est incroyable.
On est Magic Johnson du 1m70 et pourtant, moi de Shaquille O'Neal, tous les jours au petit-déj. Ouais. Bon, moi, je suis un peu plus grand, mais bon. Voilà. Un peu plus chauve aussi. Mais bon, c'est pas grave, on va parler d'autre chose. J'ai découvert sur une vidéo de Pepe World, Pepe Garcia, Ouais. un smartphone qui m'a bluffé complètement. Je voulais parler du Sony Xperia 1. Ah oui. Ah, tu l'as vu aussi ? Oui. Il envoie du lourd. Hein. Ah, là, on est sur un écran 21/9 en 4K avec Dolby Atmos, enfin la totale quoi. C'est vraiment le téléphone pour regarder. C'est un téléphone cinéma en fait. Hein. C'est ce que je me suis dit aussi. C'est vraiment le smartphone pour regarder ses films, ses séries dans le train où vous voulez. Ça a l'air d'envoyer un fameux pâté. Et là, on commence à se rapprocher sur du très lourd au niveau smartphone, entre ça et les Fold, le Galaxy Fold. Ouais. On commence à avoir des écrans de plus en plus... peut-être pas au niveau... niveau technologie, oui, ça avance énormément, c'est clair, mais je veux dire, on commence à avoir des variations, c'est ça que je voulais dire, dans les écrans. Donc, entre Sony qui propose un écran en 21/9 pour le cinéma, là, on a Samsung et Huawei qui balancent leurs écrans pliables, quoi. Tu vois, il y a deux écoles, quoi. On voit que les technologies... Mais je pense que, le consortium qu'ils ont eu ici pour les GSM, dont j'ai oublié le nom, et le CES, on a eu cette année-ci des belles vitrines technologiques. Parce que, voilà, les GSM pliables, ouais, super, on peut les faire. Le prix est quand même exorbitant. Une clientèle, voilà, c'est vraiment décidé. Soit t'as une clientèle ciblée, pro, ou en tout cas, voilà, ou en tout cas dire, vous avez vu, nous on sait le faire, on a fait des pliures, machin, on voit même pas le bord au milieu, voilà, super fantastique. LG a fait la même chose au CES de l'année passée, de cette année-ci, ou en janvier de cette année-ci, avec l'écran enroulable dans le meuble. Ouais, juste. Je m'interroge, parce que autant un écran enroulable par le plafond, je peux comprendre, autant un écran enroulable sur un meuble, si tu poses quelque chose, tu ne sais quand même pas dérouler ton écran. Donc, je vois ça effectivement plutôt comme une vitrine technologique et dire, voilà, on peut maîtriser la technologie OLED et la plier, parce que c'est vraiment ça aussi, l'enrouler. Mais c'est vrai que ce Sony n'est pas pliable, mais les caractéristiques techniques de l'écran, comme tu l'as dit, et même de la photo et de la vidéo, parce que je pense que voilà, c'est ce que j'allais dire, il est plutôt balèze, je pense. Moins cher qu'un iPhone. Ouais. Et on est avec du Dolby Atmos quand même là-dessus. Et il faut savoir que, j'ai l'impression Sony, eux, ne veulent pas courir à tu vois, la course à la technologie, suivre sur les écrans pliables et tout ça, parce que Sony veulent continuer à maîtriser leur technologie, j'ai l'impression. Ils le font, que ce soit en gaming, que ce soit en télévision, en tout en fait. Et là, avec ce smartphone-là, ils prouvent bien que ils maîtrisent une technologie et ils veulent rester sur cette maîtrise. Ils gèrent. Ils veulent gérer, c'est ça. Le mot, c'est ça, gérer leur technologie. Personnellement, il y a de fortes chances que ce soit mon prochain smartphone, parce que là, j'ai vraiment flashé dessus. Il a moins de 1000 balles, hein. Ouais, c'est vrai que par rapport à la caractéristique qu'il peut donner, je vais pas dire c'est bon marché, parce que ça reste, on est maintenant dans des téléphones, du moins les premium, on est dans des tarifs à plus de 1000 euros. Donc c'est vrai que là, en étant à moins de 1000 euros, Sony fait plutôt mal. Surtout que il y a plusieurs modèles, dont un qui commence à 300-400, pas très cher, mais moi je parle du plus haut modèle, du Xperia 1. Voilà, quoi. Celui-là, à moins de 1000 euros. C'est avec un abonnement, il y a peut-être encore moyen de l'avoir moins cher. Voilà, quoi. Oui, non, c'est vrai. Je trouve que... C'est vrai, parce que, allez, on l'a vu, ici, Samsung a lancé aussi son Galaxy S10, donc son nouvel étendard est sorti, le S10, le S10 Plus et le S10e. Alors, oh là là, ils ont fait 3 modèles, mais en fait, ils ont été très malins, puisqu'ils ont complètement calqué le modèle de chez Apple. Ouais. Apple a son iPhone XS, XS Max et XR, donc on est dans les mêmes gammes de prix, les mêmes variantes à peu près. Qu'est-ce qu'il a de plus maintenant ? On a des Samsung avec des empreintes digitales sous l'écran. Par contre, là, ce qui est bien, c'est qu'on peut en parler maintenant et qu'on ait un peu de recul là-dessus, parce que forcément, quand ça a été présenté, quand les premiers retours étaient là, c'était fantastique, ils l'ont testé 10 minutes, mais ça avait l'air fantastique. A priori, par contre, maintenant, ça a l'air d'être un peu moins fantastique, ça a l'air quand même très bon, mais l'empreinte digitale sous l'écran serait quand même assez capricieuse. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais.
De ce que j'ai vu des retours, l'écran doit être fin aussi, je pense. L'écran a l'air d'être fabuleux. Ils ont laissé tomber le super AMOLED machin truc pour faire du dynamique AMOLED. Apparemment, à part un terme technique qui a un peu changé, bon, il n'y aurait pas de gros changements, mais ils gèrent l'HDR10+. Le problème, c'est que les écrans chez Samsung sont souvent très fragiles. Et je pense qu'avec l'empreinte digitale en dessous, il doit être quand même assez fin pour qu'on puisse... Enfin, tu vois ce que je veux dire Ouais, non, ils ont mis du Gorilla Glass, mais je ne sais plus lequel. Je t'avoue que ça, j'ai pas fait vraiment attention. Mais ce qui me fait un peu peur, hein, c'est que le téléphone a l'air d'être une tuerie. Il y a 3 modules photo pour le S10, S10+, 2 pour le S10e. Le S10e d'ailleurs n'a pas d'empreinte sous l'écran, hein, c'est une empreinte sur le côté, qui elle par contre a l'air d'être ouf. J'ai vu une vidéo sur le net où le mec pose à peine son pouce dessus, le téléphone il est déjà déverrouillé. Mais le S10e il se situe où dans la gamme? C'est l'entrée de gamme, donc c'est le moins cher. On est à 700. C'est le XS quoi. Euros, je pense. Le XR. Hein. Le XR, c'est ça, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, parce qu'il y a des vidéos sur YouTube avec des mecs qui le mettent côte à côte, avec des couleurs un peu saumon comme ça, un peu. Et tu dirais vraiment les deux mêmes modèles, quoi. Donc, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que pourtant, je suis pas un défenseur de Samsung. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que pendant des années, on a estimé que Samsung était un copieur. Moi, je me souviens des procès d'Apple. Envers Samsung en disant ouais mais regardez le design ça ressemble à notre téléphone, alors que bon qu'est-ce qui ressemble le plus à un smartphone? Un smartphone. Ici je trouve que Samsung, c'est pas les premiers à avoir fait des smartphones avec l'empreinte sur l'écran, c'est pas les premiers à avoir fait maintenant une espèce de bulle pour la caméra selfie. Petite différence aussi, les caméras selfie sur le S10e tu n'en as qu'une, et si je ne dis pas de bêtises sur le S10 et S10+, tu en as 2 devant, donc une pour gérer la profondeur aussi et faire des portraits un peu avec un effet bokeh. Mais je trouve que quand on voit le design de l'appareil, quand on voit l'emplacement des appareils photo, ils n'ont pas cédé comme Huawei, pour ne citer que lui, à faire des encoches à la Apple. Donc à faire ce notch que tout le monde a critiqué, tout le monde a dit ouais vous vous rendez compte, ça prend une place énorme, c'est un ticket de cinéma quasiment machin. Et que tout le monde a fait. Voilà, et que tout le monde a fait en disant oui mais vous avez vu on a fait plein de technologies dessus aussi. En fait non, c'est de la vaste couillonnade. Eux se sont dit non, nous on n'a pas besoin de faire ça comme ça. L'appareil photo pareil, hein, l'appareil photo dans le sens vertical comme Apple l'a fait sur les iPhone 10, depuis l'iPhone 10 en tout cas. Eux ils se sont dit non, nous on va faire nos appareils photo. Donc je trouve que pour une fois, là où on dit toujours du mal de Samsung en disant vous avez vu ils ont copié, ils ont fait comme nous, non, là ils ont fait un vrai travail. On sent qu'en recherche en développement il y a eu quelque chose, et honnêtement je ne l'achèterai pas, mais je trouve qu'il est vraiment plutôt joli. Il est beau. Je regardais encore les tests ce matin sur lesnumériques.com. A priori, à part l'autonomie, il serait pas ouf, mais à part ça, l'écran est dingue. L'appareil photo, si j'ai bien vu, a réussi dans certaines conditions à faire mieux que le Pixel 3, ce qui est quand même pas rien. Ah non. Donc, je pense que voilà, autant entre le S9 et le S8, la différence avait pas été dingue. Autant ici, je trouve que Samsung peut faire très 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 mal, surtout qu'il y a des offres conjointes dispo avec différents opérateurs où tu peux l'avoir pour 200 balles, quoi. Donc, bien sûr, c'est avec un abonnement, hein. Vous êtes tenu pendant 2 ans, machin et compagnie. Et en plus, pour l'instant, avec les achats que vous faites jusque ce mois-ci, je pense, tu reçois les AirBuds, qui sont des sortes d'AirPods, donc c'est des écouteurs sans fil, qui se rechargent par ton téléphone, par induction, sur le dos du téléphone. Ouais, donc qui décharge ton téléphone encore plus vite. Oui, alors qu'il a déjà pas une autonomie de ouf. Voilà, c'est ça le problème. Donc, on revient toujours à ça. Il ne change pas. Non. Il travaille sur des technologies, mais toujours pas sur ce problème de batterie. Et je voulais revenir sur autre chose aussi, au niveau de particularité entre Apple et Samsung. On voit qu'ils se font la guerre sur tous les domaines. Oui. Pendant ce temps-là, je suis désolé, t'as quand même Huawei qui est en train de faire mal. Tu as Xiaomi qui débarque et qui fait mal. T'as Oppo qui va bientôt arriver aussi. Ouais, mais tu vois. Parce que Huawei, je sais pas si le tollé que Huawei est en train de se prendre avec les États-Unis et avec les soupçons d'espionnage, je ne sais pas quoi. Écoute, voilà, moi je t'avoue que j'ai vraiment survolé parce que ça m'intéressait pas du tout. Mais
bon, voilà, même si c'est faux, ça me donne quand même un doute. Et c'est vrai que quand tu regardes tout le parc réseau, en tout cas en antenne, un exemple tout bête, hein, si tu es chez Proximus, le dernier décodeur, c'est un Huawei. C'est vrai? Ouais. Bah écoute, je ne savais pas. Parce que je ne l'ai pas, je pense. Non, moi non plus. Je pense que c'est la B-Box 3 que j'ai, un truc comme ça. Je ne l'ai pas non plus. Mais bon, voilà, donc du coup, c'est vrai que ça amène quand même pas mal... Si c'est vrai, ça amène quand même pas mal de questions, tu te dis, mais... Donc, bon, voilà, il y a quand même un effet, il y a eu quand même un petit truc qui a germé et qui te dit... Mais comme tu dis, Xiaomi, par contre, à ce niveau-là, ils sont en train d'arriver avec... Enfin, ils sont en train d'arriver... Non, ils sont là depuis longtemps, mais ils sont en train de s'imposer de plus en plus. En Europe, en tout cas, oui, voilà. Ouais, et en plus, le rapport qualité-prix est quand même ouf, quoi. Aujourd'hui, si tu as maximum 400 balles à mettre dans un smartphone, tu vas chez eux, t'arrives à trouver quelque chose qui tient, le qui Mi n'a 9, rien à envier. Oui, c'est ça. C'est le Monsieur Mi Gru 9. qui l'avait testé, je pense. Hein. Il disait que c'était une sacrée bombe pour son prix, quoi. Ah, mais c'est ouf, hein, honnêtement. Enfin, quand tu vois le papier du produit, tu te dis ok, d'accord, ça a l'air très très fort votre truc, mais ça va se vendre très cher. Eh ben en fait, on est sur le même prix ou à peine plus cher qu'un OnePlus, donc mais par contre niveau spec, on est un peu plus au-dessus qu'un OnePlus, quoi. Je trouve que eux ils ont un espèce de notch avec une petite goutte au-dessus qui est toute discrète, donc qui ne te gêne pas du tout. Il y a aussi une empreinte digitale sous l'écran, mais elle fonctionne bien, voilà. il paraît. Ouais. Apparemment, elle fonctionnerait pas mal. Je trouve qu'effectivement, ça a l'air d'être assez intéressant. Maintenant, c'est comme je le disais, hein, le problème en fait avec des marques pareilles, c'est que bon voilà, Xiaomi, c'est ok, on regarde en Chine, ça devait être super connu. Je pense même qu'ils sont leaders chez eux. Hein, en Chine, c'est impressionnant parce que j'ai vu une vidéo de Pepe World, toujours lui. Et il montrait quand tu as un magasin, magasin Xiaomi, juste à côté tu as un magasin Oppo, et juste à côté tu as un magasin Huawei, et juste à côté tu as un magasin Honor. C'est super impressionnant. Mais je pense que les leaders, j'hésiterais entre Oppo et Xiaomi. Je sais plus c'est lesquels, faudrait vérifier. J'ai pas envie de dire de conneries, mais c'est impressionnant, tu verrais, tu vois que la concurrence, elle est vraiment ouais, c'est ça en fait. Quoi, on en parlait l'autre fois en fait, hein. La concurrence, quoi qu'on puisse en dire, c'est toujours le consommateur qui est gagnant. Ah ouais, d'office. Puisque ça pousse... Écoute, il y a un domaine où malheureusement il n'y a pas de concurrence, c'est les cartes graphiques. Ouais. Actuellement, tu as Nvidia qui est en train de bouffer tout le monde avec leur nouvelle RTX, que ce soit les 2000 ou alors les 1660 qu'ils ont sortis et compagnie, où là on a un AMD qui avait sorti une Radeon 7 je pense, et qui malheureusement ils avaient très peu de pièces et le prix était quand même assez élevé. Et donc du coup ça fait quand même des années maintenant que Nvidia est tout seul, et donc du coup comme il est tout seul, il fait les prix qu'il veut. Ouais. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des RTX avec des prix de malade. Mais dans les smartphones, à part Apple qui reste sur ses convictions, notre produit c'est premium donc on le vend cher. Bon, je pense qu'à un moment donné il faudra quand même qu'ils sortent les doigts de quelque part parce que ça va pas durer des années comme ça. Les Chinois, il n'y a pas que Oppo, Huawei, Honor et tout ça, Xiaomi. T'as aussi, par exemple, je prends l'exemple, ils ont présenté un écran en tout cas pour smartphone, c'est TCL. Moi, je vais te dire, mon écran, j'ai un écran 55 pouces, donc 140 cm TCL, avec une barre de son JBL intégrée. Je l'ai payé 600 balles, c'est du 4K. J'en suis ultra content. Et il y a peut-être des gens qui vont dire, ouais, 600 € TCL, c'est bizarre. C'est pas difficile. Je l'ai choisi par d'après un test des numériques qui ont fait, il y a un an d'ici. Ils ont fait un test pour Gamecult concernant les télévisions les plus adaptées aux jeux vidéo. Ah oui, ok. Et la TCL, c'était le meilleur rapport qualité-prix. Ni une ni deux, je devais pas changer spécialement de télévision, parce que ma Samsung, qui avait 8 ans à l'époque, fonctionnait très bien, elle fonctionne toujours très bien aussi, mais je me suis dit, une borderless, fait péter, je la commande, et je vais te dire, ils font des mises à jour assez régulièrement. La TV, avant, ça savait qu'il fallait bien 20 secondes avant qu'elle s'allume, maintenant, t'appuies... instantané, tu vois qu'il y a un suivi, donc ils innovent, les Chinois, et puis t'as des marques comme TCL, t'as aussi ZTE en smartphone qui commence à se faire connaître à des bons prix. Alors t'as les Lenovo et tout ça, on les connaît, mais je veux dire, ils sont pas tout seuls, quoi. Et Oppo, ils ont présenté un smartphone fin d'année dernière en France, un smartphone premium,
avec l'appareil photo qui sortait à l'arrière, qui était superbe. Je sais plus le nom du téléphone, mais je veux dire, Oppo arrive aussi en Europe, et je pense qu'ils peuvent faire très mal. Et comme tu dis, si Apple ne sort pas les doigts du cul, en étant vulgaire, ils vont passer à la trappe, parce que à l'époque de Steve Jobs, ça innovait dans tous les coins. Maintenant, c'est les autres qui innovent. Hein. Ouais. Donc là, ils ont tout intérêt à peut-être arrêter certaines choses qui font sur le côté, Allez, par exemple, l'Apple TV, c'est quand même... T'as beau dire ce que tu veux, même si c'est pratique, toi, je sais bien que t'es fan, mais c'est un peu niche, comme je veux dire, comme secteur. Peut-être, voilà, ils ont une bonne Apple TV, elle fonctionne bien. Maintenant, peut-être arrêter, peut-être laisser un peu en suspens, je dis pas abandonner, mais en suspens, pour se concentrer sur leurs iPhones, enfin, je parle de l'Apple TV, ça peut être autre chose, hein. Peut-être pour se concentrer sur leur technologie, en recherche et développement, en tout cas, se concentrer sur l'iPhone et sur ce que devient... C'est comme l'iPad, on parle du prochain iPad, je vois qu'ils veulent réintégrer une prise jack sur l'iPad. Ah bon? Allez. T'as pas vu ça? Sur le prochain iPad, il y aurait apparemment une prise jack. Là, ils font marche avant, marche arrière, tu vois, donc c'est un peu bizarre. Là, je dirais, pour moi, c'est tant mieux. Pour moi, c'est tant mieux. Parce que, en fait, il y a plein de gens là-dessus. Moi, j'ai plein de contacts aussi. On fait une petite parenthèse, mais qui me disent, regarde, sur l'iPad Pro, ils ont mis une fiche USB-C. C'est génial, c'est pratique, ça permet d'avoir moins de câbles à trimballer, machin, bazar. Je suis 1000 fois d'accord. C'est vrai que c'est fantastique. Et ici, tout le monde pensait que les nouveaux iPhones ou que le nouvel iPad qui devrait arriver courant de l'année serait aussi en USB-C. Mais c'est absolument illogique. C'est-à-dire que Apple a quand même payé à développer sa prise à elle, la prise Lightning qui maintenant est utilisée depuis des années, mais c'est quand même un produit made in Apple. Ah ouais. L'iPad Pro a une connotation, entre guillemets, pro. Donc ça veut dire que, effectivement, si tu veux brancher un disque dur ou si tu veux le brancher sur un moniteur externe, avec ton USB-C, c'est faisable et tu sais le faire assez aisément. Étant donné que l'iPhone et l'iPad classique n'a pas une dénomination pro, je ne vois pas pourquoi il passerait à l'USB-C. Je sais, moi ça me plairait bien aussi, parce que ça me permettrait d'éviter de trimballer plein de câbles, ne plus que quand je dois prendre ma GoPro qui se charge en USB-C, je prendrai un câble, j'en aurai plus qu'un, ça serait bien pratique. Le Mac, les nouveaux MacBook, ça c'est le truc que je ne comprends pas du tout, il n'y a plus de prise USB, tu n'as que de l'USB-C, donc quand tu veux charger ton iPhone sur ton Mac, tu ne sais pas, tu dois acheter un câble à part. Mais c'est complètement pas logique. Voilà, quoi. Ces choses-là, je suis 1000 fois d'accord, c'est absolument pas logique, ce sont des contre-arguments, ça ne tient pas la route, c'est pas normal. Ça, je ne vais pas les contredire, malgré que j'aime la marque, il y a des choses qui ne sont pas en concordance entre eux. Mais le fait, par contre, que le prochain iPad soit en Lightning, ça ne m'étonne pas. À la limite, qu'ils soient en Lightning et de l'autre côté avec un USB-C, ça je suis d'accord, pour qu'on le branche sur un USB-C. Mais le port Lightning, moi, je le vois pas disparaître. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent si, il va disparaître. Ce serait étonnant. Ça, mais moi, franchement, je ne le vois pas disparaître. C'est pas compliqué, ça m'étonnerait beaucoup. Ils ont déjà fait un énorme tollé, justement, en supprimant la prise jack et en passant avec des casques qui se branchent en Lightning. Alors, quelle est la différence entre les deux? Pour faire très court, la prise Lightning donne un meilleur rendu sonore. Il y a une espèce, je vais pas dire un ampli, mais il y a une espèce de chose qui se fait à l'intérieur. Et donc, c'est vrai que le son a quand même un chouïa mieux que par la prise jack. Sérieux, plus que la prise jack. Ouais, un poil. Franchement, mais attention. Je m'attendais pas à ça, tiens. C'est pas ouf non plus, donc si tu mets deux bazars à côté et que tu les écoutes en faisant autre chose, tu verras peut-être pas la différence. Mais il y a plein de vidéos YouTube avec des mecs qui expliquent ça beaucoup mieux que moi. Il y a une petite différence quand même. Mais donc s'ils ont sorti ces casques qui se branchent, parce que tu peux très bien brancher un casque Lightning sur un iPad, ça ne t'intéresse pas sur le Pro, mais sur un iPad classique, tu peux très bien le faire. Moi, c'est ce que je fais. Je ne les vois pas abandonner cette prise pour des iPads ou des iPhones. Ça m'étonnerait beaucoup. Il y a déjà une toute autre raison aussi, c'est le nombre. Alors, tu vas me dire, il y a des adaptateurs. Ok. Mais le nombre maintenant de véhicules qui possèdent une prise Lightning intégrée. Il y en a beaucoup, L'avantage du Lightning avant l'USB-C, bien avant, c'était l'effet réversible. L'USB, il a quand même fallu attendre l'USB-C pour avoir une prise réversible. Que tu mets il n'y a pas d'anti-erreur, quoi. Tu le mets dans un sens ou dans l'autre, ça marche directement. Moi, je ne vois pas les iPads passer sur des prises... C'est comme Bigard qui disait que sur les USB, en fait, t'as trois côtés. T'as trois Parce possibilités. Que tu le branches d'un côté, ça marche pas, tu le branches dans l'autre, ça marche pas, puis tu le rebranches dans l'autre sens, ça marche. Et ça marche. C'est vrai. Mais c'est vrai. Donc, voilà. Moi, franchement, ça, je n'y crois pas. Comme le fait qu'à mon avis, le prochain iPad ne sera pas un borderless comme l'iPad Pro.
Ça, je n'y crois pas non plus. Maintenant, je me plante peut-être, hein, je n'en sais rien. À mon avis, il va être présenté, parce qu'il y a une conférence Apple le 25 mars. Je pense qu'effectivement, ils vont le présenter à ce moment-là. Mais, écoute, on en reparlera au prochain podcast, puisque d'ici là, ben oui, on aura vu certainement cette conférence. Mais je reste assez sceptique. Assez sceptique. Parce que, pour une fois, en donnant un iPad Pro et des usages spécifiques, il y a vraiment une réalité d'un usage pro. Avant, l'iPad Pro n'avait pas de prise USB-C et, à part le fait qu'il utilise un stylet, n'avait rien d'un usage pro quelconque. Ouais, donc, à suivre, parce que c'est vrai que ce serait étonnant aussi. Je trouve que ce serait étonnant. Après, qu'ils proposent les deux, pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est vrai. Ça, à la limite. Mais ça m'a même étonné, par contre. C'est vrai que quand j'ai vu, il y a quoi, hier, je pense, je sais plus sur quel site, un site sérieux. Je me demande si c'est pas sur 01net. Je veux pas dire de bêtises, hein, à vérifier. Mais apparemment, c'est une rumeur, hein, encore une fois. Le prochain iPad aurait une prise jack. On verra. Ah oui, bah écoute. Voilà. Ouais. Donc pour la rubrique tech, je pense que tu avais encore un petit truc à dire, même si c'est pas vraiment de la tech, mais ça parle de Xiaomi quand même, je pense. Oui, putain, et on est champion du monde. Ça c'est du rebond. C'est magnifique. Nouvelle rubrique accessoires, fait péter. Ah là. Ah bah écoute, en fait, j'ai acheté un produit Xiaomi il y a quelques semaines qui coûte 30 balles. Donc déjà, tu te dis, purée, c'est pas cher. Non. Que tu peux utiliser tous les jours. Que tu peux mettre à l'intérieur plein de choses. C'est un sac à dos. C'est le Xiaomi City Backpack. Donc alors tu vas me dire, ouais, ok, t'as acheté un sac à dos, c'est super. Moi, j'ai acheté un Mars et j'en fais pas tout un foin. Alors, l'avantage du sac, en fait, c'est que, primo, il est pas cher. Deuxio, il est plutôt joli, hein. On essaiera de mettre un lien dans le billet qui accompagne le podcast. Leurs designs sont super classe. Voilà, je trouve que le design est vraiment sympa. Il y a un compartiment, je vais pas dire étanche, parce que si tu le fous dans la flotte, forcément il prend l'eau, mais s'il pleut, c'est pas grave, pas de souci, il y aura pas la flotte dedans. Il y a un petit emplacement pour mettre tes lunettes de soleil, lunettes de vue, peu importe. Tu as un rangement pour mettre un iPad, tu as un rangement, enfin une tablette, voilà, pour mettre une tablette, tu as un rangement pour mettre un ordinateur portable, quel qu'il soit, et t'as plein d'autres rangements. Et honnêtement, pour le prix, parce que je cherchais un sac depuis pas mal de temps, je n'ai rien. Il y avait les pics design qui me tentaient pas mal. Ouais, mais ils sont chers. Voilà. Là, l'énorme frein était clairement les prix. Là, je me suis dit. T'as plus de 150 pour le petit quelques litres là. Mais ils sont très beaux, hein, ils sont très bons. Ouais, mais si je tiens à mon couple, moi qui dis à ma femme, écoute, n'achète pas ce sac à main, hein, Longchamp ou je ne sais pas quoi, mais qui coûte aussi dans les 150 €, c'est pas pour que j'en achète un en tissu à côté. Sinon, là, je ne serais plus plausible dans l'argument que je pourrais lui donner. Donc, je me suis dit, là, elle écoute ce podcast, elle va écouter ce podcast? Oui. Ah, oui, vite, oui, alors. oui. Oui. Salut. Donc voilà, si j'ai un sac Peak Design un jour, vous pouvez être sûr que ma femme aura acheté son sac à main à côté. Non, mais toujours est-il que vraiment plus sérieusement, ce sac à dos est vraiment génial. Ça paraît tout bête. J'essaierai à la limite, j'essaierai peut-être de faire une petite vidéo, mais vraiment parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, c'est un sac à dos. Mais pour montrer à quoi il ressemble de l'intérieur, parce que c'est vrai que bien souvent sur Internet, on ne se rend pas compte de comment il est. Il est vraiment super pratique. Vraiment. Donc pour le prix, si vous devez acheter un sac pour le travail ou pour même pour voyager, si vous faites des petits trajets, des choses comme ça, bien. On peut tout mettre dedans. Il n'y a pas un sentiment de lourdeur dans le sac. Voilà, il est bien. Je l'aime bien. Ouais, donc fallait que je vous le dise. Voilà, exactement. J'ai acheté ce petit bidule-là Xiaomi et j'en suis vraiment super content. Je rebondis encore une fois parce que je suis un opportuniste. Justement, si tu fais une petite vidéo, on peut aussi signaler qu'on a une chaîne YouTube et si on fait quelques vidéos, on va les taper là-dessus, quoi. On essaiera de les taper dessus, ouais. C'est Woodcaster avec 2 0 et pas 2 O. Ouais. Donc voilà. 2-0 parce qu'on est 2-0 nous alors. Ah, j'ai même pas pensé à ça, bien joué. Ça. T'as vu ça, voilà. Très parce beau. qu'on n'est pas des héros, on est 2-0. Ah, je voulais juste te dire aussi que j'avais commandé un sac Xiaomi, mais pas le même que toi. Voilà. Ah oui. Non, mais c'est ça, oui. C'est vrai qu'ils en ont d'autres. Moi, j'ai pris celui-là parce que celui-là me correspondait à ce que j'avais besoin. Mais c'est vrai, donc t'as commandé l'autre, c'est pas vrai. Ouais, j'ai commandé il y a quelques semaines. À mon avis, je vais bientôt recevoir parce que je l'ai commandé sur Banggood.
C'est un petit sac Xiaomi qui était à $10. Bon, j'ai pris un petit sac à dos comme ça, un 10 litres, pour mes petites expéditions quand je vais faire des photos, etc. Je trouvais qu'il était... Le design, j'aime bien le design. Et puis, ben voilà, t'as 2 poches, une principale et une plus petite. Il est clairement moins équipé que le tien. Mais bon, je sais mettre mes broles dedans, et voilà, ça fera C'est ça, en fait, faut prendre par rapport à l'usage. Voilà, c'est très bien. Ce qui est incroyable, c'est qu'on s'est absolument pas concerté. Non, bah non, pas du tout. Non, moi je l'ai vu à 10 euros, enfin à $10 en promo, et je me dis, bon écoute, je vais le prendre, parce que à ce prix-là, un sac à dos de 10 euros... Ouais, tu peux pas, voilà. De 10 litres, pardon. Chez Decathlon, tu l'as pas, quoi. Enfin, ça va. Ouais. Et puis, le design me plaisait bien, tu pouvais choisir n'importe quelle couleur. Moi, j'ai pris gris, je pense, comme d'habitude. Moi, j'aime bien le gris. Et ben voilà, ça fera l'affaire. Apparemment, il serait imperméable aussi, celui-là, par contre. Non, mais tu vois, ouais, non, ça c'est génial. Ça, franchement. 5 étoiles sur 5 dans toutes les. Avec 1141 votes, je pense que voilà, c'est un bon sac, quoi. Eh ben écoute, je propose une annonce en avant-première que même toi tu n'es pas au courant. La première vidéo que nous ferons sur notre chaîne YouTube, puisque la vidéo on n'en a pas encore réellement, on a juste nos podcasts pour l'instant en audio. La première vidéo, nous allons faire une review chacun de nos sacs. Allez, d'accord. Nous ne sommes pas une chaîne de mode, je tiens à le dire à l'avance, parce que sinon on pourrait... Mais nous allons présenter chacun nos sacs. Voilà, on va faire ça. Voilà. On va le mettre sur la chaîne dans quelques jours. Bah moi j'attends de recevoir le mien, toi t'as déjà le tien donc tu peux y aller. Ouais, moi j'ai déjà mis, je t'avoue qu'il y a encore rien dedans parce que pour l'instant j'ai pas eu besoin d'utiliser tout de suite. Mais par contre, je peux vous dire que si vous le voulez, ce sac sur Amazon il est vendu pour 30 balles. Faites attention qu'il est souvent en rupture de stock et que donc du coup ne prenez pas un vendurtier, attendez simplement qu'il revienne dans le stock. Ou alors, si vous voulez si vous êtes plus patient, le commander sur un site comme Banggood ou alors Gearbest, site chinois, mais ils font du Xiaomi, de toute façon, c'est du officiel, forcément. Ils ont commencé par là. Et alors, je regardais un petit détail, justement, parce que ça, c'est un petit détail que j'aime bien sur les sacs à dos, c'est les fermetures éclair avec le petit logo Mi de Xiaomi. C'est un petit détail qui montre un peu la qualité du produit, c'est très bien. C'est vrai que pour le prix, t'es pas volé. 10 balles, tu rigoles, tu sais mettre... t'as une poche pour mettre un parapluie, même si j'en utilise pas. Une poche pour mettre... là, ils mettent iPad, réflexe, ou alors... le papier, soit, voilà, quoi. C'est très bien. Ouais, non, c'est vraiment... cool. Moi, j'ai juste un reproche à faire à monsieur Xiaomi s'il nous écoute, parce que je ne doute pas qu'il écoute notre podcast, monsieur. C'est que quand on va sur leur store, voyez-vous, le monde, les gens qui parlent français ne s'imitent pas à la France. En Belgique aussi, on parle français. Donc en Belgique, on n'a pas d'Amazon, mais on peut commander sur le store Amazon. Bien sûr, on parle français. Avec notre biais. Mais donc, toujours est-il que en me rendant sur le store Xiaomi, je me suis dit... je vais créer un compte. Et il te laisse créer un compte en disant que tu habites en Belgique. Il y a pas de souci. Tu dis, monsieur, je suis belge, c'est pas grave. Viens t'inscrire, t'as pas de souci, hein. Et en fait, au bout du compte, l'inscription se passe très bien, mais tu ne sais quand même absolument rien commander parce qu'ils ne livrent Ils livrent pas en Belgique. Ouais, j'ai eu la blague. Je trouve ça, mais vraiment ridicule. Parce que même s'ils m'avaient dit, écoutez, on vient bien vous livrer, mais la livraison revient à 6 balles ou à 7 balles, j'en sais rien. Ça m'aurait pas, c'était pas un problème, quoi, je veux dire. Alors aujourd'hui, quand tu vas sur Amazon, que tu vas sur LDLC ou que tu vas sur Material.net ou même Cdiscount, je pense maintenant qu'ils en Belgique, il faut un peu s'ouvrir, monsieur Xiaomi, parce que la Belgique, si vous prenez une carte du monde, on est juste au-dessus de la France, c'est pas très loin. Je pense même que si vous mettez des livraisons depuis Paris et que vous livrez vers la Belgique, ça sera beaucoup moins long que si vous livrez vers Marseille. Donc, c'est ça, voilà, juste à titre d'info. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, je suis très content du matériel, je trouve qu'ils ont un excellent rapport qualité-prix, et c'est vrai que ça mérite réflexion même vers d'autres choses comme des smartphones ou des tablettes. Mais voilà, dommage, je trouve ça dommage. Ça, c'est clair. Je suis le gars de Xiaomi France, je ne sais plus son nom. Eh bien, tu lui diras que je ne suis pas content. Et tu sais quoi, je vais lui envoyer un tweet. Je le suis sur Twitter, je ne sais plus son nom, il faudrait que je le retrouve. Je le retrouverai. Je me doute bien que c'est pas moi qui vais faire changer tout ça, mais bon, voilà, c'était ma petite gueulante, mon petit coup pas content. Oui et non, parce que si on est à plusieurs à le faire, à un moment donné, il y a un marché en Belgique aussi, faut pas croire, on est très high-tech. Et puis on se considère pas Belgique, on est francophone, exactement. on est francophone, on est suisse. On est européen. On est suisse, on est même, franchement je vais te dire, on est même québécois. Il y a pas de problème avec ça. Tabernacle. Voilà. On est tout.
Voilà, On est tout. on est enfant du monde et voilà, pas de discrimination. On veut que Xiaomi envoie leur brol chez nous aussi. Exactement. Voilà. Donc, comme j'ai plus de balles à faire rebondir, je te passe la parole sur ce que tu veux. Bah écoute, moi je me rends compte que j'ai encore 3 points abordés, donc je vais faire un mix 2 en 1. Je vais parler de jeux vidéo rapidement avec un jeu qui s'appelle Riot. Alors, pour faire très simple, Riot c'est un jeu en pixel art, donc c'est un design assez grossier, mais avec lequel on sait quand même distinguer quelque chose. Donc si vous tapez pixel art dans Google, vous allez voir à quoi ça ressemble. Le mieux est encore de taper Riot, comme ça vous verrez directement le jeu. Alors, grosso modo, c'est un jeu où vous allez devoir gérer des émeutes. Gilet jaune. Mais écoute, c'est à ça que je pensais quand j'ai reçu le test. Donc, petite parenthèse, j'ai fait le test, enfin le test va être publié aujourd'hui ou maximum demain sur Console Fan. Oh, la pub. Écoute, pub inside, hein. Bon. Écoute, voilà, donc, en soi, l'idée était très bonne, donc de se dire, tiens, voilà, on va faire du pixel art avec des émeutes, machin. Ok, pourquoi pas. Très bizarre. Moi, j'aime bien les trucs qui sortent un peu des sentiers battus et qui ressemblent pas à quelque chose, justement, qu'on a déjà. Donc là, j'étais vraiment très curieux de regarder qu'est-ce que ça allait donner. Attention que c'est pas nouveau, hein. De quoi dit? Le pixel art? Non, les émeutes? Un jeu d'émeutes. On a eu State of Emergency sur PS2. C'était Oui, Rockstar qui avait fait ça. C'est juste. Ceux qui ont fait GTA. Oui, c'est très juste. Ici, ils prennent le pli, et c'est plutôt pas mal de se dire, tiens, voilà, on va partir sur des faits réels, et à partir de là, vous allez pouvoir choisir votre camp. Donc, soit vous êtes du côté des émeutiers parce que vous estimez que leur cause est juste, ou à l'inverse, vous dites, non, qu'est-ce que c'est que ces branquignoles? Je vais être du côté des forces de l'ordre, donc de la police, ou voire de l'armée dans certaines émeutes, et de prendre position à ce moment-là. Ça aurait pu être bien si j'avais pas reçu le test sur console. C'est-à-dire que la maniabilité au pad, j'aime bien me détendre quand je joue, hein, et là j'étais tout sauf détendu tellement que le truc est mal foutu. T'as l'impression que c'est un mec avec deux jambes gauches qui a codé le bazar, parce que c'est pas possible de faire pire. C'est pas du tout ergonomique, c'est pas du tout logique. C'est vraiment une catastrophe. Moi j'ai ma Xbox qui est branchée sur un home cinéma, je peux te dire que très rapidement j'ai mis le volume à 20 pour ne quasiment plus rien entendre. Ça gueulait ou... Oh mais c'est une horreur en fait. Bah oui, parce que forcément c'est une émeute, donc t'entends il y a pas de parole, hein, mais c'est que des cris, et en fait ce n'est que ça. Donc le but c'est que soit si t'es des forces de l'ordre, que tu tiennes et que tu condenses la foule à ne pas arriver à leur objectif, et si tu es du côté de la foule, le but c'est justement, il y a des objectifs, hein, qui te disent voilà, il faut aller prendre possession de ce truc, ou il faut reculer les forces de l'ordre, et tu as une possibilité d'être passif, donc d'être pacifiste, voilà, on manifeste mais juste en exprimant notre pas content, mais pas pour autant pas content, voilà. Mais pas forcément vers la baston, ou à l'inverse justement tu peux aller vers la baston avec des jets de pierre, avec des matraques, des trucs comme ça. J'ai joué, j'ai fait le test, il fait partie des jeux que je ne rejouerai pas. Ah, à ce point-là. Ah oui, non, voilà. Sur le papier, c'est dommage, parce que sur le papier, ça a l'air... Mais oui, parce que moi, quand j'ai lu la trame, je me suis dit, oh, mais c'est intéressant, ça, c'est le genre de truc qu'on a quand même pas tout le temps. Heureusement qu'on les a pas tout le temps. Donc, il y avait des bonnes idées, mais le problème, c'est que tu vois bien que c'est pas abouti, et que ça va pas au bout des choses. Donc, honnêtement, je pense qu'il tourne aux alentours de 20 €. Laissez ces 20 € dans votre poche, ça vaut pas le coup. Moi, ça m'étonnerait pas qu'un de ces quatre, il soit gratuit avec le Xbox Live ou le PlayStation Plus. Donc, non, voilà, faut passer son tour. Et je rebondis sur mon 2 en 1. Comment je vais mener ça? Alors, je vais parler musique. On va sortir musique. Le jeu vidéo, il n'y a pas de rapport. Alors, il y a une chanteuse qui s'appelle Emery, donc c'est M-R-E-E, non 2 E. Alors, c'est une fille qui a une chaîne YouTube, donc on mettra aussi le lien dans le podcast, qui fait des covers. Donc, des covers, tout le monde le sait, c'est des espèces de reprises, soit la même chose, mais bien souvent plutôt détournées pour amener ça à sa sauce à soi. Et donc, cette jeune fille a fait énormément de reprises. Moi, je l'avais découverte avec une reprise de Kingdom Hearts, on en arrive, de Kingdom Hearts 1. Et ici, elle a fait une reprise du thème principal de Kingdom Hearts 3,
qui, je vous le dis très clairement, l'original est une catastrophe. Ils ont fait un mix avec un type qui fait de l'électro, mais j'ai absolument pas aimé. Je sais plus qui a fait la musique. Si c'était pourri, c'est peut-être David Guetta. Ouais, non, c'était pas à ce point-là quand même. Ah, pas à ce point. Mais en fait, c'est dans un style qui ne correspond absolument pas à Kingdom Hearts. Donc le gars n'avait pas trop. Enfin, moi, voilà, c'était Skrillex. Ah, mais oui, connu. Voilà. Hein. Donc, il est pas. C'est vrai que Skrillex sur Kingdom Hearts. Voilà. Moi, j'ai pas compris. C'est toujours la même chanteuse. Il est bon, mais. C'est Utadu. Oh là là, je vais le prononcer comme une grosse quiche, je le sens. Je vais peut-être pas le prononcer d'ailleurs, c'est peut-être pas plus mal pour pas me faire. C'est la Nippon Hikaru. Voilà, Hikaru. Donc, c'est toujours elle qui fait la bande originale depuis les 3 opus. Mais là, ici, ils ont fait une association pour le thème principal. Donc, c'est le thème que tu entends quand tu mets la première fois le CD dans la galette. C'est Skrillex qui mixe le truc. Moi, j'ai détesté. Et donc, notre ami Emery a fait une reprise. Alors, je peux t'assurer que la cover est 10 000 fois meilleure que l'original. Donc, oui, vraiment. Donc, c'est une fille qu'on peut trouver donc sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Music. Elle a beaucoup de titres. Donc, se limiter à ça, parce qu'elle n'a pas fait que des covers, elle a aussi des choses bien à elle. Faut aller écouter. C'est des covers que de jeux vidéo ou alors des covers de films? Non, de films aussi. Ouais, okay. Elle touche un peu à tout. Passer à côté, ça serait dommage. Donc, si en plus de l'écouter, si vous allez sur la chaîne YouTube de cette fille, elle a aussi des clips. Bon, les clips sont assez basiques, hein, parce que cette fille-là fait avec ses moyens, forcément. Comme nous. Basique. Ce qu'elle fait, je serais incapable de le faire. Donc, je dis basique, mais c'est... Vous attendez pas à avoir du... basique plus 1. Voilà, c'est ça, c'est du basique plus 1. C'est le nouveau diplôme. Mais honnêtement, ça vaut... Enfin, franchement... Moi, j'adore beaucoup, mais vraiment, c'est surprenant le nombre de fois que je mets dans la voiture parce que c'est de la musique en plus généralement très très calme. Elle a une voix magnifique et donc si vous ne la connaissez pas, je vous encourage à aller le voir le plus vite possible, à aller l'écouter le plus vite possible. Moi, je vais la mettre dans ma to-do list. Ah, ça c'est du direct, ça. Hein. Donc, pour rebondir dans le gaming, on va parler tous les deux de Anthem, qui s'est fait massacrer un peu partout. Mais bon, on n'est pas totalement d'accord avec... Moi, personnellement, je vais faire ma petite promo aussi. Sur, c'est logique, hein. Sur Pixel Barbecue, je lui ai mis un 7 sur 10. Bon, c'était un 6,8, c'est vrai. Mais c'est un 7. Parce que le jeu, il a des défauts. Ça, c'est indéniable. Oui, bien sûr. Celui qui a joué à Destiny, voilà. Il va avoir beaucoup de similitudes au niveau des missions, mais attention, ce jeu-là, on en a parlé tout à l'heure hors enregistrement. Avant de faire le podcast, oui. On pense qu'il va pas s'arrêter à ça. Non. On pense que c'est une bonne base. Une bonne base parce que il a vraiment été construit pour recevoir... moi, j'ai l'impression qu'il a été construit pour recevoir du DLC. Après, il a des défauts. Des défauts comme... moi, je sais pas si t'as la même que moi, mais quand tu es dans l'espèce de souk, pas de zouk, c'est une danse. Dans le souk, c'est chiant. C'est chiant d'aller te balader à gauche et à droite, tu vois, te déplacer d'un PNJ à l'autre pour avoir les missions. Tu vois, c'est lent. Je trouve ça super lent et super chiant. Le truc que j'ai trouvé sympa, par contre, c'est la forge où tu peux... améliorer ton javelin. Ouais, voilà, améliorer ton javelin. Ouais. Le javelin, c'est l'exosquelette qu'on utilise dans le jeu pour combattre les méchants pas beaux. Voilà. Niveau gameplay, par contre, c'est là que le jeu prend tout son sens. Je le trouve génial. Ouais. Je sais pas si t'es du même avec moi. Moi j'ai adoré. L'impression de vol, elle est jouissive à mort. Même si elle est un peu courte, je trouve. Mais ça, à mon avis, à force d'améliorer son javelin, on se retrouve avec des séquences plus courtes de surchauffe. Mais les déplacements et le tir, c'est très Mass Effect, voilà, pardon. Ça fait très Mass Effect. Et non, bon, voilà. C'est logique, hein, avec Bungie c'est BioWare derrière, BioWare. Fallait s'y attendre, hein, mais moi, ce qui m'a le plus surpris, hein, d'en parler justement là-dedans, parce que c'est vraiment la même chose, c'est la prise en main, parce que t'as plein de possibilités d'attaques différentes et de choses, et à aucun moment, à l'inverse de Riot, ils auraient peut-être dû prendre des cours chez eux, en fait. Tu as un sentiment de cafouillis, tout est limpide, en fait. Mais oui, mais je comprends pas comment... J'ai été voir sur d'autres sites de jeux vidéo, un petit peu, les tests, voir où je me situais. En fait, moi, c'est pas difficile, je fais mon test,
Et puis je vais checker un peu. Moi, quand il est publié seulement, je vais voir les autres tests pour voir où je me situe, pour voir si j'ai bien compris le jeu ou pas. Et bon, c'est légitime, voilà, on n'est pas tous parfaits. Bah oui. J'ai été voir et je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas relevé certains points. Comme cette fameuse prise en main qui est immédiate, qui est limpide, comme tu dis, qui est... c'est beau en plus, hein. Ouais, il y a... c'est moins beau, comme tu disais tout à l'heure, c'est moins beau que le trailer de l'E3, mais à l'E3, les trailers sont tous magnifiés, hein, donc faut pas se leurrer, oui, hein, tous, hein. On a tous du... C'est tout ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est tous du James Cameron, mais quand il est sur la console, c'est plus le même, quoi, parce que ta console... Killzone 2, si tu nous écoutes. Oh, punaise, ouais, ça c'est le meilleur exemple. Mais là, c'était de l'arnaque, c'était pas le même. Ah là, ouais, c'était du vent. Là... Bon, voilà, je trouve que c'est bien d'être critique, mais parfois, faut quand même... bon, c'est vrai que c'est beaucoup de sites qui sont bien plus professionnels que nous. Eux, ils sont professionnels, nous pas. D'accord, je suis d'accord c'est des gens, c'est leur métier par rapport à nous, qui ne sont pas notre métier, mais on est des joueurs. Et le joueur, le principe d'un jeu vidéo, c'est d'amuser le joueur. Et moi, personnellement, avec Anthem, même si parfois ça peut être redondant, j'arrive à m'amuser avec. Donc, c'est bien le but premier d'un jeu, non ? Enfin, je pense. Oui. Je suis totalement d'accord avec toi, hein. J'ai vu aussi, moi j'ai pas fait de test, j'ai pas encore fait de test écrit, je pense juste faire une note. Alors là aussi, petite parenthèse, si les messieurs de EA nous écoutent, on n'a pas reçu de code pour le tester. Donc je l'ai acheté avec mes sous, donc vous pensez bien que quand je mettrai ma note, c'est pas que je vais les critiquer, je vais être tout à fait limpide comme je le suis maintenant avec n'importe quel autre titre, mais du coup je prends plus mon temps, puisqu'il n'y a pas la pression du code derrière et de l'éditeur qui dit tiens, donc voilà, c'était juste la petite parenthèse. Par contre, effectivement, comme tu le disais, on sent que c'est un jeu qui a un potentiel. Voilà, moi je le vois comme ça aussi, ouais, parce que bon, moi je suis allé jusqu'au niveau j'ai passé le 20, hein, je suis 20 et quelques, je sais plus combien. Quand tu arrives en haut level, tu retrouves les mêmes monstres, mais il faut juste plus de balles pour les buter. Donc, et même la carte, hein, quand tu commences avec la carte, quand tu dis bon je vais aller où, tu te dis oh bah à mon avis j'ai pas tout là, hein. Ah bah en fait si, t'as quasiment tout. Donc, il y a des choses sur lesquelles, effectivement, tu te dis, tiens, à mon avis, moi je sens, hein, enfin c'est mon idée, j'en sais rien du tout, moi je pense qu'en fait, étant donné que tout le monde à l'E3 a été sur le cul à leur présentation, ils se sont dit, on va pas le reporter, parce que sinon, là, on risque de passer à côté. Donc, ils l'ont lancé, peut-être un peu trop tôt. Ouais, parce qu'Apex Legends est passé par là. Exactement. Et je pense qu'ils se sont dit, bon, ben les gars, c'est pas grave, à coup de DLC... qui j'espère est gratuite, hein, mais bon, on verra bien, ça, on nous le dira par la suite. Mais je pense qu'effectivement, le contenu va être amené à évoluer. Bon, à mon avis, ça sera pas gratuitement, mais soit. Mais je ne sais pas, parce que depuis l'affaire Battlefront, EA, écoute, je sais pas. Moi, j'ai un avis tranchant là-dessus. Hein. Quand tu fais un DLC qui n'apporte rien à part 1 heure de jeu et une campagne minable, je suis d'accord que ça doit être gratuit. Par contre, quand tu me présentes un DLC qui est quasiment une extension complète au jeu, ça me dérange pas de mettre 10 balles. On est d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Si maintenant ils arrivaient en me disant, voilà, en thème, vous aviez une carte, hein, vous aviez ces zones-là, et bien dans ce nouvel DLC, vous allez avoir 2 cartes supplémentaires. Bon bah ok, si par A plus B, effectivement, tu te rends compte que le truc nécessite de mettre la main au portefeuille, bah, faut bien que ces gens-là, ils mangent aussi, hein. Je veux dire, ils ont pas travaillé, il faut quand même bien qu'ils se payent pour le travail qu'ils ont fait. Ouais, mais si nous, on met trop pour rien, c'est nous qui ne savons pas manger. Exact, oui. Ah oui, ça c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Les pâtes, c'est bon, hein. Ouais, je suis si tu nous écoutes. Mais voilà, moi, j'ai trouvé aussi comme toi, hein, moi, j'ai regardé les tests parce que justement, j'ai pas de pression par rapport à l'éditeur. Mais il y a des critiques qui sont constructives, donc le côté redondant, effectivement, hein, bien souvent, c'est il faut aller là-bas, il faut chercher un truc, ou il faut aller là-bas aider machin, et bien souvent, c'est toujours les mêmes ennemis et les mêmes bazars. Mais le sentiment de plaisir à jouer, et de liberté, il est là. Ah oui, clairement. La puissance des armes, quand tu tires sur le mob, tu sens que ton arme, elle va faire mal. Tes pouvoirs que tu as suivant, en plus, les différents javelins, parce que les pouvoirs ne sont pas nécessairement les mêmes. Ouais. Et même sur ton javelin, tu peux mettre d'autres pouvoirs avec ce que tu équipes dessus. Donc,
j'ai pas compris. Moi, je trouve que honnêtement, il y a d'autres jeux qui étaient bien moins bons et qui ont eu des notes vachement meilleures. Ouais, Donc bah voilà. ouais. C'était... C'est comme je ne vais pas en parler parce qu'il y a un test qui doit sortir aussi sur Pixel Barbecue, donc je vais pas trop en parler, mais ce que je disais tout à l'heure par rapport à The Division 2, il y a des trucs que je ne comprends pas, quoi. Le côté qui n'est pas tu vois, sur certains jeux comme ça, le côté qui n'est pas vivant, interactif et tout ça, tu marches sur des poubelles, les ordures elles se visuellement en thème après c'est du lourd, quoi. Ouais, et après il faut pas oublier qu'on est aussi après Red Dead. Oui. Et on en a parlé l'autre fois. Et quand t'as vécu dans un, on peut critiquer Red Dead sur certains points que je ne comprends pas d'ailleurs, mais bon, même en restant objectif, je veux dire Red Dead. Tu as une immersion. Est tellement vivant. Ouais. Est tellement allez, tu marches sur, je sais pas expliquer, j'ai pas allez en tête comme ça, mais tu vas marcher sur un objet ou quoi, l'objet il va dégager, quoi. Tu vas marcher dessus, tu vas l'écraser, tu vois un banc, tu vas t'asseoir, ici dans un jeu comme je prends The Division, voilà, par exemple, tu fonces dans un, allez, là, comment ça s'appelle ça, les brancards, t'as un brancard, tu fonces dedans, il bouge pas. Et ça, tu peux critiquer, mais des certains trucs que tu as dans Anthem, comme par exemple quand il passe dans les herbes et tout ça, ça bouge quand même, c'est vivant, tout est bien. T'as quand même pas des oiseaux, mais des espèces d'animaux volatiles. Enfin, tu vois ce que je veux dire, t'as quand même un minimum de vie, même si on n'est pas dans un jeu à la Red Dead, loin de là. Mais je veux dire, tu sens quand même qu'il y a une atmosphère et une biodiversité dans le jeu, quoi. Le jeu est minimum vivant, quoi, tu vois. C'est ça que je veux dire. Et puis c'est des ruines en général, donc faut pas oublier. J'ai pas compris non plus, hein. Très honnêtement, je te dis, enfin voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais je suis d'accord avec toi sur beaucoup de points. Du moins en ce qui concerne Anthem. Après, c'est vrai qu'on peut reprocher le côté redondant et aussi le fait que oui, bien sûr. Il y a pas assez de variété dans les ennemis, je trouve. Ouais. Voilà. Mais à part ça, c'est pas non plus, c'est pas un chef-d'œuvre. On est clairement d'accord. C'est pas Halo. On est clairement d'accord. Non. Mais c'est pas un mauvais jeu, quoi. Ouais, c'est pas un jeu qui mérite un 5 sur 10, quoi. Non. Après, les cotations, c'est aussi... ouais, ça reste toujours... C'est parce qu'on n'a pas le choix, parce que, tu vois, tu mets 7 sur 10 à Anthem, tu mets 7 sur 10 à un Evoland qui est un jeu indé, mais voilà, parce qu'il les mérite. C'est pas le même jeu, quoi, c'est pas le même budget, c'est pas... Exactement. Voilà, exactement. Donc, c'est toujours pas évident. Voilà. Ouais, non, c'est juste. T'as raison. Donc, Anthem, il est pas si mauvais qu'on le pense. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. N'écoutez pas les critiques, l'idéal c'est de pouvoir se faire son idée, limite... les critiques, elles sont là quand même pour aider, mais bon, il faut que ce soit, comment dire, constructif un minimum, et puis que ça reflète vraiment... Encore une fois, les autres gars enfin la plupart sont des professionnels comparés à nous, mais nous, faut pas oublier qu'on reste des joueurs. Donc, en tant que joueur, moi je préfère me référer à des joueurs qu'à tout de suite un professionnel qu'on ne sait pas, ne sait pas ce qu'ils ont comme truc derrière eux, quoi, tu vois. On ne sait jamais, quoi. Ils ont peut-être des a priori. Moi pourtant, je vais te dire franchement, Electronic Arts, je suis pas le grand fan. Moi non plus. C'est pas le genre d'éditeur. Bon, ils m'ont juste mis une grosse claque avec Apex Legends, ça c'est clair. Ouais, très sympa. Mais bon, c'est Respawn. Donc... Ah oui, bah oui, mais c'est difficile de faire... Voilà. Moi je suis désolé, les 2 Titanfall, je les ai adorés. Ouais, pareil. Ils sont dans mes FPS préférés et je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas plus marcher que ça. Ouais. Voilà. Sinon, pour rester dans le gaming, t'as vu la Switch ? Alors écoute, je vais être très franc, j'ai vu des photos, mais j'ai pas lu l'article. Donc j'ai vu qu'il y avait un espèce de casque carton, donc je suppose que c'est pour leur gamme Labo. Ouais, c'est ça, c'est la gamme Labo. Et quoi, tu mets la Switch à l'intérieur alors à ce moment-là ? En fait, la gamme Nintendo Labo se diversifie avec la Switch en VR, et donc tu vas mettre la Switch dans un carton à l'effigie je sais pas, t'as un éléphant, tu as un appareil photo, ou des trucs comme ça. Voilà, et tu rends en VR. Après, voilà, on va encore critiquer Nintendo Labo et Chick et Jack. Moi, personnellement, j'imagine toutes les possibilités à venir avec ce genre de trucs. Moi, il y a 2 trucs que je vois déjà, c'est Luigi's Mansion 3. Oui. Et alors un Pokémon Snap. Je sais pas si tu te souviens. Aussi. Ouais. Mais t'imagines, avec ça, l'immersion, ce serait oui, génial. Un Pokémon Snap. Donc, Pokémon Snap, c'était le Pokémon sorti sur Nintendo 64,
où il fallait photographier les Pokémon dans un parc, en fait. C'était un parc d'attractions, c'était un peu à la rail shooter, mais avec, vous shootez avec pacifistement avec un appareil photo. Voilà. C'est ça. C'était super bien fait, mais alors j'imaginerais vraiment la possibilité d'un Pokémon Snap avec l'accessoire en carton à l'appareil photo en VR. Je trouve que ça pourrait être super sympa. Mais alors pour Luigi's Mansion avec l'aspirateur, ça pourrait franchement être cool, quoi. Mais vraiment. Mais moi, je m'interroge quand même sur un truc, c'est que, enfin, le carton, il a intérêt à être solide alors, hein, parce que si tu fous la Switch dedans. Ben écoute, tu n'as pas encore essayé Nintendo Labo? Non. Eh ben écoute, moi j'avais acheté le Toy-Con, c'était le... Attends, c'est le 1 je pense. Oui, je pense que c'est le 1 avec le basique, hein. Tu as la canne à pêche, la moto, etc. quoi. Tu as 2-3 broles comme ça. Mon fils, qui avait 6 ans à l'époque, a joué avec. Ma femme a joué avec à la pêche. Et on l'a même utilisé, le guidon moto en carton, avec Mario Kart, il est compatible. Ah oui, ok. Et il est toujours en entier, hein, moi personnellement. C'est vrai? Ah ouais, ça tient bien, c'est du bon carton, c'est pas du carton à la con, quoi. Ça tient. Je trouve qu'il est assez solide. Après, c'est clair qu'il faut pas sauter dessus à pieds joints. Mais je pense que si tu sautes dessus à pieds joints sur ta Switch, elle va pas aimer non plus, de toute façon. Non, elle aimera pas, non. Donc voilà, il faut être logique aussi. Mais je trouve que le Nintendo Labo, il offre pas mal de possibilités. Et si tu fais pas le con avec, ça tient le coup, quoi. Et ici, si c'est juste pour... Et puis, de toute façon, allez, imaginons, t'as des endroits... Dans certaines conceptions, tu as des endroits où tu as des élastiques. Tu pètes l'élastique, tu fais quoi? Tu reprends un élastique, t'en mets un. Tu vois, tout est remplaçable. C'est pas... Tout est fait pour être réparable facilement. Moi, je suis pas aussi extrême que certaines personnes qui sont « Oh, mais c'est 60 balles pour du carton. » Ça 60 balles pour du carton, ouais, mais je pense qu'il y a quand même un logiciel qui a été développé à l'arrière. Ça fait aussi les 60 balles, quoi. Enfin, je sais pas. Non, mais bien sûr, non, tout à fait. On est d'accord. Moi, je vais pas trop critiquer le prix, hein. Le prix, enfin voilà, c'est bon. Comme tu dis, il faut évidemment que les développeurs mangent à côté de tout ça aussi, hein, c'est un peu normal. Moi, ce qui me faisait un peu peur, c'est la durabilité du truc, en me disant, ben voilà, ok, maintenant, le premier mois, tu joues avec, il est là, il est nickel. Mais comment ça se passait par la suite, 2 mois après, 4 mois après, 5 mois après, 1 an après. Mais toi, voilà, de ce que tu me dis, effectivement, le carton est de bonne qualité, donc c'est un truc qui tient la route, quoi. Bah, le carton fait 1,5 centimètre, hein. Donc, c'est quand même un truc bien solide. Et je vais te dire, de toute façon, moi, personnellement, ça fait quoi? Il est sorti il y a 1 an, passé, hein, Nintendo Labo. Je sais plus la date exacte. Mais il est sorti il y a plus d'1 an. Moi, j'ai rien plié, quoi. Et mon fils jouait avec. Ouais, d'accord. Le seul truc qui est chiant, forcément, c'est qu'une fois monté, bah, il faut quand même les ranger, ces trucs-là. Donc, moi, c'est dans une caisse en haut, quoi. Donc, voilà. C'est le seul truc, c'est que ça prend de la place. Mais ça, voilà. Mon PSVR prend de la place aussi, hein. Voilà. Oui. Non, ça, c'est pas... Enfin, voilà. Reste logique là-dessus. Ouais. Donc, voilà. Ouais, Nintendo passe à la VR. On va voir ce que ça va donner. Parce qu'on a quand même un écran 720p sur la rétine. Mais je suppose que s'ils sortent ça, c'est que ils ont étudié le bazar. Et que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'on va pouvoir le tester. Ouais, c'est vrai que ça attire la curiosité, comme tu dis. Oui, mais je pense que s'ils sortent leur truc, c'est que... Ouais. Ça a été étudié, quoi. C'est pas non plus... C'est Nintendo, c'est pas... on n'est pas chez... c'est pas... C'est pas de l'amateurisme, quoi. Voilà. Donc... on verra ce que ça va dire, parce que ce n'est pas non plus un casque de PSVR comme le PSVR. Oui. Ouais. Bon, ici, apparemment, ça sortirait le 12 avril déjà. Ah oui, donc pour les packs, quoi. Voilà, pour une cinquantaine d'euros, je pense, hein, un truc comme ça. À surveiller, ça peut être intéressant. Non, je pense que c'est même un peu plus cher. Enfin, soit, on va dire, on est entre 50 et 80 euros, en gros. Comme ça, on va prendre large. Donc voilà, petite innovation de la part de Nintendo qui essaye de faire comme il fait toujours, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça, hein, de se démarquer des autres. Hein. Ils essayent de se démarquer, de faire les choses peut-être comme certains, mais avec leur à leur sauce. Ouais. Voilà, et je trouve ça très bien. Ouais, tout à fait. Bah, c'est ce qui fait leur charme en même temps. Exactement. Et je vois que tu voulais parler d'une application aussi. Oui. Pour en dire, on quitte le gaming, on va plus dans le soft maintenant. Ouais.
pour parler un peu d'une application iOS et Android, hein, je pense. Alors écoute, j'ai mal fait mes devoirs, je n'ai pas regardé si l'application existait sur Android. Eh ben tu vois, j'ai fait tes devoirs. Ah, et alors il existe sur Android? Et apparemment, il existe sur Android. D'accord. Donc, alors en je fait, peux regarder en live, mais je pense que il existe. Je pense que je l'ai vu. C'est Curve, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Curve. Donc c'est une application qui est assez pratique, hein, parce que ça ne révolutionne pas le genre, mais ça facilite grandement l'utilisation quand tu as 2 voire plus cartes de crédit. Alors en l'occurrence, moi j'en ai une, on est dans 2 banques différentes, ma compagne et moi je suis chez Fortis et elle est chez Belfus, donc on se retrouve avec 2 cartes Mastercard Visa. Et ben en fait Curve, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, c'est gratuit. Il y a une offre payante qui existe, j'en parlerai après, mais d'abord, de base, l'offre gratuite est largement suffisante pour monsieur et madame tout le monde. On encode la carte de crédit dans l'application. Donc, on fait une photo, enfin, l'application demande d'avoir accès à l'appareil photo, on fait une photo, et puis la carte s'ajoute. Et pour le code, parce que là, on pourrait dire, oui, mais attends, le code de sécurité, machin, c'est super dangereux, tu te rends compte, après, ça tombe dans les mains de... Non. Ils envoient un SMS, il faut répondre à ce SMS avec le code qui est envoyé justement dans l'application, et à partir de là, ils demandent seulement le code de validation de la carte qui se trouve à l'arrière. Donc, c'est très sécurisé, il y a vraiment aucun problème avec ça. On fait ça avec toutes les cartes qu'on a, donc on va partir du principe que tu en as 3, donc tu as une Mastercard, tu as une Visa, et imaginons que tu aies une Visa professionnelle que tu utilises justement pour les achats, pour les déclarations de ton taf en freelance. Et ben qu'est-ce qu'elle fait cette appli? Au lieu de te trimballer avec tes 3 cartes constamment avec toi, tu as cette carte de Curve, parce que moi je l'attends, c'est vrai que par contre là j'attends quand même depuis longtemps, je l'ai commandé... il y a presque un mois, et ça vient d'Angleterre, et c'est toujours pas chez moi. Donc, mais je l'attends. Mais à partir de là, avec cette carte, je pourrais choisir avec quelle carte encodée dans mon application je vais payer. Donc, c'est-à-dire que une fois que l'application est devant moi visuellement, je dis, bah tiens, voilà, ici c'est un achat professionnel, donc c'est pas avec la carte privée que je dois acheter ça. Je choisis ma carte professionnelle dans le tas. L'application envoie cette donnée à ta carte physique que tu as devant toi, tu mets dans la borne, et ça se décompte de cette carte-là et pas de l'autre. Donc, tu n'as plus besoin de te trimballer avec 1 milliard de cartes, ni de retenir 1 milliard de codes secrets de tes cartes. Donc, c'est super pratique. Ça fonctionne qu'avec les cartes de crédit, on est d'accord, hein, pas les cartes de que les cartes de crédit, oui. Okay. Les cartes de crédit uniquement. Ouais, en fait, ça fonctionne comme Payconic, mais pour les cartes de crédit, en gros. Tout à fait. Gros avantage, donc je disais, c'est totalement gratuit, à hauteur de... Il y a un montant maximum à utiliser pour la carte, mais c'est largement accessible. Si vous voulez la version payante, c'est si vous faites plus de 3 000 ou 5 000 euros par mois d'achat. C'est notre truc. Hein, ça, donc voilà. Donc la version gratuite. En plus, au pire des cas, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que même si la version gratuite vous convient pas, c'est gratuit. Donc au pire des cas, vous jetez la carte et puis ça s'arrête là et l'expérience ne continue pas. Donc moi j'attends cette carte pour justement pouvoir tester parce que là mes deux cartes de crédit sont encodées dedans. Je suis en train de prendre mon téléphone en même temps que je suis en train de parler. Donc c'est Curve, hein, c'est un petit logo, un cercle avec des lignes dedans comme si c'était justement pour plusieurs cartes. Sur iPhone, enfin en tout cas moi j'ai un iPhone 10, la validation de l'application se fait par Face ID. Donc c'est pas comme si j'ai perdu mon téléphone alors n'importe qui a accès à l'application. Non, c'est comme pour les applications bancaires. Donc si vous avez une identification par Face ID, ça marchera avec Face ID. Si c'est une identification par empreinte, ça se déverrouillera par l'empreinte. Sinon ça ne fonctionne pas. Et là j'ai mes 2 cartes, hein, donc j'ai ma carte Belfus et j'ai ma carte Visa. Si j'appuie sur la Visa, pouf, ça prend 3 secondes, la carte est activée, quand je voudrais payer avec, ça payera directement avec celle-là. Et ça fonctionne avec toutes les marques. Donc si tu as je sais pour quelle raison, je ne sais pas, mais si tu as une carte italienne ou une carte espagnole également dans le tas, parce que quand tu pars là-bas 2 ou 3 fois par an, tu utilises celle-là, tu peux aussi rajouter une carte étrangère. Enfin, il y a pas de carte étrangère, tu rajoutes les cartes, celles que tu veux. Donc c'est une application qui est, on va dire, européenne, quoi. Ça marche avec tout, quoi, en gros. Ouais. C'est pas qu'en Belgique, en France ou... Non. Non. Et le siège social de Curve est en Angleterre. En Angleterre. Voilà. C'est un truc, avant de commander, parce que je me suis pas quand même lancé à cœur perdu dans le truc, j'avais déjà vu sans... C'est délicat. Voilà. C'était quand même... J'avais vu sans prêter attention sur différents blogs, et puis je me suis dit, ça ferait que le concept a l'air sympa, les retours sont positifs, je vais tester. Moi, pour l'instant, en tout cas, l'application, la configuration s'est fait de manière très limpide. J'attends juste la carte pour continuer l'expérience, mais honnêtement, pour l'instant, à part le délai de livraison qui me semble quand même assez long, c'est très bien. C'est vrai que là, ça fait quand même quelques semaines, comme tu dis. Bah oui, c'est ça, quoi. Donc à chaque fois, tous les jours quand je prends mon courrier, j'espère recevoir ma carte, et en fait, tout ce que je reçois, c'est des factures. Pour payer avec la carte.
Voilà, c'est ça, exactement. Il y a une autre application, il y a une autre chose, oui, j'en ai pas parlé parce que ça pourrait peut-être, moi j'en ai pas l'utilité, mais ça pourrait peut-être être intéressant pour certaines personnes. L'application, si j'ai bien compris, permet de faire je vais faire des guillemets avec mes doigts, mais des virements d'une carte à une autre. Ah, ça c'est pas mal. Donc voilà, imagine, tu te dis, bah tiens, voilà. J'ai plus sur une carte que sur une autre et exactement. Je ne sais pas pour quelle raison, mais tu aurais besoin de verser 50 balles, 100 balles, peu importe, de cette carte à l'autre carte, parce que c'est peut-être ta femme qui a la carte et qu'elle a besoin de l'outil. Tu peux faire un espèce de virement, enfin, un système. C'est instantané? Je ne sais pas. Ça, je ne saurais absolument pas te dire. On en reparlera peut-être au prochain podcast. Bah écoute, ouais, à la limite, j'essaierai peut-être avec 5 € pour voir un peu ce que ça donne et on verra si c'est effectivement instantané ou pas. Moi, je confirme qu'il est bien sur Android aussi. Hein. Ah, ben voilà. Sans problème. À suivre. Voilà, ok. J'ajouterai dans la description, de toute façon. Oui, à la limite. Hein, voilà, ils ont un site, ils ont l'application. Le site est bien fait parce qu'il est très complet. Ah oui, non, il y a quand même un point négatif. Peut être important quand même. Voilà, c'est full English. Hein, il y a pas de. Il y a des traductions dans d'autres langues apparemment, mais pour l'instant le français. J'ai vu que parce que je les ai demandé sur Twitter, apparemment ils bossent dessus, mais de ce que j'ai compris apparemment par certains. C'est de l'anglais assez simple quand même. Quoi. Oui, add carte, ajouter une carte. Voilà, c'est assez simple, quoi. C'est assez basique. Hein. Voilà, c'est comme quand on configure un appareil qui n'est pas en français, c'est facile. Exactement, c'est pas très compliqué. Voilà. Ok, parfait. Entre parenthèses, juste une parenthèse avant la fin de l'épisode, parce que là on est déjà à plus d'1h30, pour parler de la fuite qu'il y a eu, enfin de la fuite, c'est pas une fuite apparemment, ce serait un designer qui l'aurait fait, mais depuis le brevet que Google a déposé pour sa manette de jeu. Oui. Tu l'as vu, je suppose, ça a fait vu. le buzz, et t'en penses quoi toi? Écoute, j'espère qu'on est du même avis, mais moi perso je la trouve affreuse. Ouais. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que comment tu vas faire des tutoriels pour les jeux, même des vidéos, en disant je dois appuyer sur le bouton orange et le bouton bleu parce qu'il n'y a pas de lettres. Je sais pas. Moi, je suis très dubitatif. Ouais, au moins des logos comme PlayStation a fait, quoi, pour ne pas. Ouais, parce que s'ils mettent BAYB, soit Xbox ou soit Nintendo vont tomber dessus. Ouais, mais comme tu dis, ou alors des logos, ou enfin quelque chose, mais pas juste la couleur, quoi, parce que là, en plus la couleur, elle est pas sur le bouton, elle est sur le contour du bouton. Merde, moi je veux bien, mais enfin voilà, moi c'est le truc où je me suis vraiment dit, qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc l'ergonomie n'a pas l'air terrible non plus. Non. Après, faire attention que ça a été annoncé comme une fuite de chez Google, mais apparemment c'est peut-être un concept. Hein. C'est un concept qu'un designer a fait depuis le brevet de Google. Mais Google devrait intégrer un écran à la base qui n'est pas représenté sur le concept. D'accord. Google devrait mettre un écran, mais c'est un écran qui serait plus un écran avec un chat ou tout des machins comme ça, quoi. D'accord, ok. Ce qui serait peut-être pas mal, parce que ça, on ne le voit pas sur la photo. Peut-être que les boutons sont rétroéclairés. Et qu'à ce moment-là, tu peux le personnaliser en mettant A, B, machin, ou des logos, ou tout ce que tu veux. Là, ce sera assez classe, je trouve. Ouais, mais là, par contre, au niveau du prix, ça va peut-être augmenter de la facture. Et je sais pas, mais enfin, écoute, j'ai vu le bazar. Moi, j'en ai pas trop parlé parce que je suis assez sceptique. Est-ce que c'est aussi un concept? Est-ce que c'est peut-être pas une version finale? Est-ce que c'était peut-être le premier concept? Parce qu'il y a eu des manettes aussi avant qui étaient pas très jolies, hein, donc. Mais là, c'est même pas Google, hein. C'est un gars, hein, je te dis, qui l'a fait, mais ça pourrait se rapprocher de ça. Maintenant, je pense qu'ergonomiquement, ils vont faire autre chose. Ils doivent quand même intégrer le fameux écran. Après, les logos qu'il y a dessus pour le Star Select, j'appelle toujours ça Star Select, même si c'est pas trop le cas. Et c'est toujours la petite maison qu'on a sur Android ou alors les autres petits logos Android habituels. Bah ça fallait s'y attendre. Voilà, ça tient la route. Non. Pour les touches, voilà, on verra. À mon avis, il y aura quelque chose. Connaissant Google, ils vont pas faire les choses à moitié. S'ils veulent aller à fond, apparemment, il y aura un hardware. Ah oui. La manette serait compatible avec à peu près tout ce qui existe. Je veux dire, parce que quand j'ai vu avec le téléphone, avec le machin, avec la télé, enfin, ça fonctionne avec beaucoup de choses en tout cas. Ouais. Maintenant, apparemment, il y aurait un hardware. D'accord. Okay. Et apparemment, Sega serait un partenaire de choix pour Google. Il y aurait même peut-être je dis bien peut-être, des exclusivités Sega rien que pour la console de Google. D'accord, ok. On sera fixé dans une semaine, hein. Normalement, oui, ils le présentent dans une semaine, le concept. C'est à la GDC qu'ils vont le présenter. C'est entre le 18 et le 25 de ce mois-ci, apparemment.
Bah écoute, moi j'ai vu, attends, c'est date de quand cette news 19 février. Voilà. Google Project Stream, mais nous pensions découvrir davantage lors de... Mais voilà que le colosse aux 4 couleurs nous prend un revers en annonçant une conférence en grande pompe le 19 mars prochain, lors de la GDC, donc la Game Developer Conference, qui se tiendra à San Francisco. C'est quoi ta source? Frandroid. Voilà, c'est important. Ouais, non, je comptais le dire à la fin. Ok, écoute, ok. c'est un chouette mois de mars, hein, parce que Google, sur un segment où on ne l'attend pas tellement en tout cas, arrivera le 19 mars, donc ce mois-ci, et Apple, le 25 mars, c'est tombé aussi, ça, c'est la conférence qu'ils feront pour le mois pour, normalement, lever l'iPad, nouveaux AirPods, et peut-être leur service de streaming vidéo. Ça va être l'effet boule de neige, un peu comme avec les Fold, avec les téléphones à écran pliable, hein, t'en annonces un, puis t'as tous les autres qui arrivent, à mon avis, voilà. Et je suis curieux de voir aussi l'association Xbox Nintendo. J'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, non, à suivre. Ouais, on va avoir, Mais je pense que le prochain podcast, ici, on a un gros problème, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un podcast, on fait 1h40 quasiment. S'il y a autant faut dire aux gens qu'ils se calment un petit peu dans les actualités tech aussi, hein, parce que s'ils font, le mois prochain, on va faire un podcast de 3 heures, les gars. Et on n'a pas tout dit, et ça continue, on va faire des podcasts toutes les 2 semaines. Mais écoute, tu révèles un truc auquel on avait discuté, là. Ah ouais, c'est vrai. On en a parlé. On verra. Faut savoir que on a des emplois du temps aussi et faut que ça concorde. C'est ça, hein, il faut qu'elle ait un horaire. Hein. Et ouais. Ici, on est courageux, on enregistre à 3h du matin un samedi. Hein, voilà. Bon, voilà. Ou alors on devient professionnel, on arrête tous notre travail, on se lance dans le podcasting, on lance notre... Non, je déconne. Non, mais bon, c'est vrai que quand tu regardes, il faut qu'on soit synchro. Pour l'instant, ça va bien, mais à un moment donné, ça va être un peu plus serré. Ouais, non, voilà, c'est ça. Ouais, parce que pour dire aux auditeurs, on a pensé à pas mal de choses, comme le fait de faire un podcast toutes les 2 semaines, ou alors faire des podcasts principaux, comme épisode 1, 2, 3, ou alors avec des mini... comment expliquer pas des émissions, mais des petits one-shots entre chaque. Par exemple, ici, en fin du mois, on a la présentation de... On avait parlé de quoi encore? C'était Apple, hein, qui présente quelque chose fin du mois ici. Hein. D'accord. C'est ça. Peut-être faire une émission entre 2 podcasts. Oui, ça c'est possible. Hein. Oui, tout à fait. Hein. Même pour la GDC. Hein. Si Google réellement fait une grosse annonce, ou d'autres, hein, parce qu'il faut quand même pas oublier que Sony, je le rappelle, ne sera pas présent à l'E3. Exactement. Sony, ils taffent sur leur PS5 et Electronic Arts ne sera pas présent à l'E3. Ah, ça, je ne savais pas, par contre. Ah, tu as vu, hein. Oui, il sera pas présent. Donc, cette E3, normalement, on devrait annoncer plein de choses, hein, puisqu'on est quand même sur une révolution de console, mais apparemment, Electronic Arts a dit oui, mais non, écoutez, nous, on n'y sera pas. Bon, non, on est occupé avec Apex Legends. On va faire un stand Apex. Hop, voilà. Ouais, ou est-ce que... attends, c'est peut-être une histoire de chèque aussi, hein. Est-ce que Sony a pas dit, écoutez, PS5, nous, on a plein de trucs super intéressants à vous donner, mais alors, à ce moment-là, vous n'allez pas à l'E3 cette année-ci, vous venez avec nous à notre, je sais pas, event qui prépare peut-être, ou je sais pas trop. Écoute, je sais pas. L'expérience, apparemment, il n'y en aura pas non plus. Non, je sais pas vers quoi on va. Est-ce qu'ils se sont dit, tiens, la thune qu'on met pour ces trucs-là, on va peut-être la mettre pour quelque chose qu'on est en train de développer. C'est possible aussi. Moi, je sens bien le truc qui va se passer. J'ai l'impression, c'est une impression, je ne suis rien, je ne suis personne. J'ai l'impression que on va savoir quoi au Tokyo Game Show. Ah, c'est possible parce que là, il sera à la maison, hein. Ah, bah ouais. Non, c'est probable, hein. Et ils n'ont pas dit qu'ils n'y allaient pas. Hein. Non, effectivement, pour l'instant, ils n'ont rien dit. Le problème, c'est que depuis plusieurs années, on dit le 3, on attend le 3, mais on a rarement eu des grosses annonces, hein, ces derniers temps. C'est vrai. Maintenant, les grosses annonces, c'est paf, ça pop ainsi sur le net. Exactement, hein, c'est quand on s'y attend pas. Hein. Voilà, regarde, Apex Legends. Coucou, on va faire Apex Legends. Voilà, il est disponible. C'est vrai en plus. Énorme carton, des millions de même joueurs. Beaucoup plus simple que ça, en fait, hein, quand tu regardes les seuls qui continuent à faire des conférences et qui s'y tiennent, Xbox. et plus ou moins régulières, en tout cas, c'est souvent au mois de mars, puis après, il y en a une autre un peu plus tard, au mois de septembre, enfin au mois de juin. C'est Apple et Google avec ses Google I.O. Hein. Mais là, en même temps, ils ont des choses à dire. Tiens, on a un nouveau software, on a fait un nouvel hardware. Et eux, c'est différent parce qu'ils ont une gamme aussi de choses. Ouais. Hein. PlayStation, ils ont leur PlayStation. Éventuellement, mais ça, franchement, j'en doute réellement. PS Vita 2, ce qui serait trop étonnant. Je pense que PlayStation arrête avec le portable. Ouais, je pense aussi. Ça a pas marché. Éventuellement, s'ils veulent faire une hybride.
Mais alors, il va falloir sortir la grosse artillerie. Ouais. Et puis, Ce serait pas impossible. Hein. Ils auraient quand même un concurrent sévère avec la Switch. Hein. La Switch et Microsoft. Et Microsoft. Parce que maintenant, ce sera une alliance. À suivre. Ça risque d'être palpitant. Je te dis, on va faire des podcasts de 4 heures. Hein, ça va bien se passer. Mais moi, ce qui me fait peur, par contre, c'est ce fameux jeu en cloud. Ça peut être bien pour certaines choses, mais ça va sur une Switch. Voilà. Ah oui, non. Oui, ou alors quand la 5G sera développée. Parce que t'as plus de chances de voir la 5G arriver que la fibre en Belgique. Hein. Oui, mais tu sais, j'en parlais à ma chère et tendre la fois dernière. Je me disais, enfin, elle comprend rien, mais je lui parlais de ça quand même. Je disais que je me demande si, à l'avenir, je crois que même la fibre, ça va tomber à l'eau, parce que la 5G va prendre le dessus. Je me demande même si la 5G va pas remplacer simplement nos boîtiers, nos box Internet. Je me demande si on va pas juste avoir un récepteur 5G à la maison. Je comprends ce que tu veux dire, hein, mais en fait, nous on a eu, dans le cadre du boulot, on a eu des formations internes chez Proximus. Ils travaillent sur la fibre, hein, parce que la fibre dans plein de sociétés maintenant, elle est déployée. Ouais. Faut savoir que quand tu achètes quand tu fais construire une nouvelle maison, ils te raccordent d'office à la fibre. Okay. Donc surtout si c'est des appartements, là c'est d'office la fibre qu'ils mettent dessus. Donc il y a des endroits où la fibre de Proximus en tout cas existe. Le souci, c'est que quand j'ai posé la question de dire ok c'est fantastique ce que vous faites, mais monsieur et madame tout le monde, du moins au moins 80 voire 90% de la population, ils l'auront quand cette fibre? Et là il m'a répondu on espère le faire d'ici 2030. Alors, je veux bien. La 5G sera confortablement là. Largement. Mais le souci avec la 5G, moi, ce qui va m'interpeller à ce moment-là, c'est que c'est les ondes. Parce que, faut pas déconner, tout ce qui est comme ça, ondes cellulaires et compagnie, bon, je suis pas en train de me dire qu'on est en train de se taper tous des cancers du cerveau, mais c'est quand même beaucoup d'ondes, et là, à ce moment-là, qui seront réparties dans toute ta maison, avec des antennes très fortes. Oui, mais non, attends, moi, je pensais à autre chose. Moi, je pensais pas directement à la 5G. En fait, je me demandais si à terme, bon, tu supprimes tout ce qui est 4G, tout ça déjà, voilà, ça n'existe plus. T'as plus que la 5G. Tu as un boîtier chez toi, raccordé, enfin, ça te sert de routeur, pas de modem, mais de routeur. La 5G passe par cette box, mais te transfère le reste en Wi-Fi. Ah oui, ok, d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Ce serait plausible. La technologie avance dans ce sens-là. Qualcomm en a parlé, la 5G, ça va être un truc de fou, hein, faut pas croire, hein, on va avoir une vitesse... Je crois que sur nos téléphones, ça ira plus vite que sur, sur nos PC, quoi, au final. Hein. Ils sont déjà quasi plus puissants que nos PC, donc là, tu vas avoir une vitesse de dingue, hein, au niveau Internet, ça va doubler, quoi. Ouais, non, c'est vrai ce que tu dis. T'imagines, je pense que la fibre, ça a l'air d'être bien, en tout cas, ça a l'air d'être puissant, tout ce que tu veux, mais je me demande si la 5G ne va pas lui mettre un coup, et passer au-dessus de la fibre. Après, encore une fois, je suis personne pour dire ça, j'extrapole. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je me pose beaucoup de questions à ce niveau-là, parce qu'on va quand même sur le tout des maths. Bon, là, on parle de réseau, on est d'accord, hein, je suis d'accord avec toi. Mais, t'imagines si tout passerait par la 5G. Tu retires tout ce qui est câble, infrastructure et tout ça, t'imagines le gain? Ah oui, bien sûr. Ouais, et la facilité, en plus. Hein, et la manutention. Ouais. Surtout que Proximus, pour l'instant, faut savoir qu'en Belgique, Proximus se fait plaisir et vont liquider, malheureusement, pas mal, à tous les niveaux, ils vont liquider. C'est vraiment ça, c'est dégueulasse à dire, mais c'est liquider des gens. Plusieurs milliers de personnes vont rester sur le carreau. Voilà, quoi. À mon avis, ils recherchent aussi à réduire... Je parle de Proximus, mais les autres sont pas mieux, je pense. Non. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais bon, moi j'ai des personnes proches qui vont peut-être, j'espère que non, mais peut-être ils risquent leur travail en tout cas. Et c'est à tout niveau, pas seulement les techniciens, mais c'est aussi les patrons, tout ce que tu veux. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais ils cherchent à réduire le coût, et ce serait une excellente façon. Pas de virer les gens, hein, je parle de la 5G. Hein, là. Ouais. Attention, ce serait une grande idée pour réduire tous ces coûts-là, hein, les coûts d'infrastructure, de manutention, etc. Enfin, je sais pas. Non, c'est vrai, c'est pas fou. C'est pas impossible, quoi, je veux dire. À suivre. Ouais, c'est ça. Et donc, on arrive tout doucement à la fin de notre 3e épisode. La fois dernière, on l'a dit, on a fait plus court. Cette fois-ci, on a fait plus long.
Mais c'est pas grave. J'espère que c'était assez passionnant pour que vous soyez restés jusqu'au bout. Et j'espère que vous allez continuer à nous écouter, à nous suivre, à nous partager, parce que c'est hyper important. On parle un peu comme des youtubeurs, mais on a beau dire, le partage, c'est la vie. Le bouche à oreille. Là, pour l'instant, les écoutes ne sont pas mauvaises du tout, pour des débutants. Oui, on vous remercie d'ailleurs. Ça, c'est clair. Petit podcast peut devenir grand grâce à vous. Ici, comme on en a parlé, on va peut-être innover sur certains points. On a promis déjà des vidéos sur notre chaîne YouTube, ça, promesse faite, promesse tenue. Ouais. Et pour le reste, rendez-vous pour l'épisode 4, le mois d'avril, ou peut-être avant. Ou peut-être avant. Voilà. On ne sait pas de quoi demain sera fait, on en parlera... Surprise. Voilà, surprise. Même moi j'ai eu une surprise avec ta déclaration YouTube pendant l'épisode, donc... Voilà. On ne sait pas. Comme ça, on va pouvoir utiliser un peu la caméra qui pourrit dans l'armoire depuis un petit moment. Et je pourrais tester quelques matos. Mon nouveau micro, que tu m'as conseillé d'ailleurs aussi. Exactement, ce serait l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Voilà, c'est ça. On va pouvoir, donner une raison pour pouvoir utiliser tout ça. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est la fin du podcast. Hein. À très bientôt. À très bientôt. Merci à toi, Seb. Merci à toi, Manu. Toujours un plaisir. Et voilà, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Encore une fois, chez mon youtubeur, mais on est sur Spotify, sur Instagram, sur SoundCloud, sur iTunes, sur Podcast Addict si vous avez Android. Ça fonctionne très bien, cette petite application, elle fonctionne très bien. Nous sommes aussi disponibles sur Twitter, Facebook. On attend vos commentaires, vos remarques, tout ce que vous voulez. Vous pouvez venir Woodcaster avec 2 zéros à la place des O. Il suffit de mettre ça sur Google et vous nous trouverez facilement. À la prochaine. Salut Seb. À la prochaine. Salut.